Tu manges du ginseng, tu pètes le jet set, ça a aucun bon sens, ça te chaîne des lunettes, t'es jamais content de ce que t'as, renifle ailleurs tout le temps, ou l'os sera plus gras, t'es un chien fou. T'es un chien fou qui court partout pour bâtir le plus des empires, t'hésiteras pas à hésiter encore longtemps. Nous sommes le mardi 7 novembre 2017. Vous êtes à votre émission des Chiens Fous. Alors, bonsoir mesdames et messieurs. Et nous accueillons immédiatement nos chroniqueurs, à commencer, bien sûr, par le traditionnel et l'inimitable Claude Veilleux. Bonjour, ça va bien? Ça donne des petits airs d'Asperger, ça. Bonjour. Allô? Alors, oui, bonsoir tout le monde. Salut M. Veilleux. Nous réaccueillons pour une deuxième saison consécutive après une longue absence. Désolé. Hein? Oui, nul autre que notre chroniqueur Société, Santé et Environnement, et j'ai nommé Monsieur Éric Dubé. Non, c'est Monsieur 657. Bonsoir tout le monde. Heureux d'être de retour avec vous. J'espère qu'on va passer du bon temps ensemble. Ouais, mais c'est quoi ça? Tu sais, il faut que les auditeurs le sachent. J'ai dit Monsieur 657. On va en parler tantôt. 657 votes pour Sa Majesté. Oui, pour ma conjointe. On va parler des élections municipales. Tu parlais pas d'un club à la place Ville-Marie, là? Non. c'est pas on parlait pas du 281, non. Non, Et le mardi soir, tu sais que c'est des soirées découvertes Ouh. au 2-8-1. non, je savais pas ça. Comment ça, tu sais ça, toi? Parce que mon gars de finition qui a fait ma maison, ça trouve, c'est recyclé. Et c'est parti d'une nouvelle finition, t'as dit, hein? Oui. C'est quel genre de finition qu'il fait? C'était pas pour moi ni pour ma blonde, je vous vois ça tout de suite. Non, mais il s'agissait plutôt de celui qui faisait donc les cadrages, qui faisait le clouage dans le garde-robe, etc. Donc, celui qui faisait, bref, la finition et qui posait les planchers. C'est de toute beauté de devoir faire attention aux mots que tu vas prononcer. Oui, effectivement, parce que je sens que la pente est facilement glissante. Oui, c'est ça. Alors, et aussi notre technicien en résidence qui est de retour ce soir, M. Bénard. Qui est de bonsoir. retour, bonsoir. Ben oui, bonsoir. Où étais-tu, chien perdu? J'étais parti, enfin, je vais dire simplement, j'étais... T'es pas La là. même chose qu'Éric, en fait, j'imagine. Les élections, T'as toi combien aussi? d'enfants, Eric? Des élections? Moi, j'ai 4 ans. T'en as 4? Bon, moi j'en ai 3, alors c'était soirée d'Halloween. Hey, ça veut dire qu'à 2, vous en avez 7? Oui. Mais on les a pas eu ensemble. Non. Ouais, ça, j'échange une fois de temps en temps. Oui. Avec un peu de pratique. Non, Oui. mais... En tout cas, tu étais pas. Pour le bénéfice de nos auditeurs, on peut dire que tu n'étais pas là. Ben, c'est ça. Ouais, ça. Alors, ce soir, je dois vous indiquer tout de suite qu'on a un chroniqueur qui va être là une semaine sur 2. Alors, c'est M. Robert Sirois, Bob Sirois, qui n'est pas avec nous cette semaine, qui sera de retour la semaine prochaine et que nous aurons fort probablement par voie téléphonique. Nous sommes toujours en train de négocier avec cette nouvelle technologie extrêmement complexe qu'est le téléphone. alors voilà. Alors, dans l'ordre de bataille ce soir, on fait des petits changements un petit peu à l'émission, dans le sens que c'est moi qui commencerai cette semaine avec ma chronique, suivie par Santé, Société, Environnement, avec nul autre qu'Éric Dubé. Ensuite, l'actualité en folie avec Claude Veilleux. Et on ferme la marche pour la dernière demi-heure avec d'intenses débats sur des sujets Qu'on aurait évoqué plus tôt dans la jeune. Voilà, Oui, ou c'est que ça. nous ajouterons effectivement. Moi, je suis pas préparé à ça, moi, de débattre, là. J'aurais aimé ça de savoir lesquels sujets. Non, mais c'est ça qui rend la chose la c'est plus bon, ça, intéressante. c'est bon. J'ai hâte de voir ça. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, je vous propose que nous passions à notre première chronique. Alors, pour cette première chronique, j'aimerais tout d'abord débuter cette troisième émission en soulignant
avec du gros crayon jaune, toutes nos félicitations à nos élus municipaux à travers le Québec et à tous ceux et toutes celles qui ont vaillamment combattu pour tenter de faire assurer une victoire à leur bon côté de la force. Puisque les Jedi sont parmi nous. Bon, OK. Ma conjointe est devenue conseillère municipale à Saint-Jérôme. On la félicite. C'est fait. Madame on la félicite. Saint-Gelais. Oui, c'est cela. Et on a, toi, Éric, vous avez quelque peu mordu la poussière. Tu me disais tout à l'heure, mais tu as fait une campagne pour aider ta conjointe. Oui. Mais vous n'étiez pas comme une équipe, mettons, très ancrée. Là. C'est assez nouveau. Là. Non, c'est ça. On avait 2 conseillers qui étaient déjà sur l'administration, dans le fond, sortante. Et on s'est formé une équipe autour de ces 2 individus-là, mais je vais en parler tantôt. On va laisser, Super. Oui, absolument. Alors, moi, je commencerai avec un petit volet municipal. Hein. Je pense que c'est dans l'ordre du jour d'aborder le sujet et d'en discuter ensemble aujourd'hui. Et je commencerai par vous parler de Valérie Plante à Montréal. Je pense que c'est un sujet qu'on ne peut esquiver. Et je vous ferai part de certaines appréhensions, donc certaines inquiétudes que j'ai par rapport à la nouvelle mairesse élue. Et d'abord, moi, une des choses qui m'inquiète par rapport à elle, c'est ses liens et sa proximité avec certains organes très, très à gauche, qui sont littéralement socialistes ou communistes, et ou encore qui font partie de la mouvance bien pensante. Et j'ai nommé Québec inclusif. Donc, on sait qu'elle se tient très, très près de Québec inclusif et d'un certain M. Haroun Boisy, qu'on sait être un revendicateur officiellement, il se dit, comme faire preuve de, comment dirais-je, d'ouverture. D'être un apôtre de la laïcité, mais sous couvert, en fait, de faire la promotion plutôt d'un agenda qui est tout autre. Madame Plante est aussi membre de l'Institut Broadband, en l'honneur de Ed Broadband. Ah oui. No, Ed Broadband. Alors, l'Institut Broadband. L'Institut Broadband. L'apôtre de la laïcité, mais sous couvert. Oui. Alors, m'excuse, j'étais en train de oui, parler. oui. Alors, l'Institut Broadband, qui se trouve à être, est aussi membre de l'Institut. On t'entendait en écho. Oui. Je suis désolé. Oui. Là, notre technicien qui est un petit peu rouillé. Puis je savais pas si on devait suivre. J'étais en train d'écouter. Je savais pas si je devais suivre l'original ou l'écho. Fait que j'étais tout perdu. c'est la rouille de l'octogone. Je suis désolé. Comme M. Georges Saint-Pierre. S'il vous plaît, sortez le Jugalou. Alors, donc, je parlais de l'Institut Broadband, voilà. Et l'Institut Broadband, donc, qui est un institut. Un institut? Oui, dont le siège social, pas le siège, mais c'est un siège think tank du nouveau Parti démocratique du NPD. Donc, ils font la promotion de l'agenda de ce parti fédéraliste, mais donc je crains que Mme Plante vienne investir certaines de ces idées qui germent là-bas et tente de les implanter. Tout l'agenda des Social Justice Warriors est puisé dans cette intersectionnalité. Moi, j'ai l'intention d'en parler tout à l'heure un petit peu de ce concept. Génial, fait que je vais te laisser l'aborder. Et finalement, est-il besoin de souligner aussi ces liens relativement étroits avec Québec solidaire et nommément Amir Kadir, qui s'est empressé, suite à l'annonce de la victoire de Mme Plante, de monter sur scène et de dire que c'était une grande victoire pour Québec solidaire. OK. C'est permis de dire ça. OK? Fait que bon. tu sais, me semble, c'est pas ton parti, c'est pas ton instance. Tu te gardes une petite gêne, hein? Tu te gardes une petite gêne. Non. Aucune gêne n'était nécessaire. Et durant toute la campagne, on a vu Madame Plante tenir ses distances du maire Ferrandez. Or, immédiatement après la victoire, qui on a vu poindre, M. Ferrandez, et M. Ferrandez est présent régulièrement. Il était à Radio-Canada ce matin avec Mme Plante à donner une entrevue. Alors, on voit immédiatement qu'elle a fait une campagne
en tentant de se rallier, en se plaçant très, très au centre, non pas à gauche, non pas à droite, au centre, mais elle tend, du moins, les indices, les nuages se positionnent, les astres se positionnent pour nous dire qu'elle va gouverner extrêmement à gauche. Et on parle d'une gauche socialiste et non pas d'une gauche social-démocrate, s'il vous plaît, la nuance. Hein? C'est important. D'être social-démocrate, c'est une chose, c'est très bien. D'être socialiste, ben écoute, on est à un cheveu du communisme. Et est-ce que ça, c'est intéressant pour une ville comme Montréal, de 2,5 millions, presque 3 millions de personnes, qui a besoin d'un redressement social, mais aussi d'un redressement économique quand on sait à quel point Montréal avait souffert dans les dernières décennies. Et c'est pas parce que Coderre était là 4 ans, puis que, bon, il a fait quelques grenailles pour essayer de redresser un peu la situation, mais la ville est dans une débandade complète et totale, et c'est pas Madame Plante avec une ligne de métro rose et en construisant des HLM en J-Proc, comme disait si bien ce cher Falardeau, que ça va venir comme sauver la situation. J'entends qu'effectivement, il y a des problèmes de logement, mais est-ce que c'est vraiment la solution que d'investir massivement dans le développement de logement social et dans le projet éventuel, donc une éventualité, une possibilité où on pourrait un jour avoir une nouvelle ligne de métro à Montréal? Je sais pas. Ben écoute, c'est sûr et certain qu'il y en a qui vont taxer sa campagne municipale pour dire que c'est des engagements utopiques qui l'ont fait gagner. Mais de toute façon, tu sais, il faut parler aussi d'un côté très positif, dans le sens qu'on doit quand même saluer la victoire. C'est une victoire. Oui. C'est une victoire aussi de terrain, mais c'est aussi, il faut le reconnaître, une victoire médiatique. Ah, ben oui. C'est-à-dire qu'on a vu Radio-Canada se mettre en arrière de ce mouvance-là. Et Coderre aussi a fait une très mauvaise campagne. Moi, honnêtement, je n'avais pas suivi ça du tout. Je pensais que Coderre gagnait malgré tout. J'étais convaincu de la même chose, moi aussi, je dois t'avouer, Claude. Beaucoup d'observateurs avaient dit ça aussi, que Coderre allait rentrer assez... malgré tout. Finalement... Mais on peut faire un post-mortem, mais on va le faire tout à l'heure. Oui. Très mauvaise campagne. Et ça va au-delà d'une bonne ou d'une mauvaise campagne dans le cas de Coderre. Ça va d'un changement de personnage. Ça va jusque-là. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Un autre aspect, je pense qu'il faut aborder aussi par rapport à la mairie de Montréal, c'est quelque chose qui a été couvert cette semaine, entre autres par Simon-Pierre Savard-Tremblay, sur la question nationale au niveau municipal. C'est drôle parce que j'avais une discussion avec un ami d'université sur le fameux réseau social dont on a un peu nommé le nom. Lui me disait « Oh, la question nationale avec les municipalités, ça n'a pas rapport, ça. Écoute, là, ça c'est un autre... Tu me parles d'un autre palier de gouvernement. » J'ai dit non. Au contraire, en particulier quand tu parles de grands pôles du Québec comme Montréal, Québec, la question nationale devient importante parce que c'est à travers cette gouvernance-là qui est exercée auprès du peuple, gouvernement de proximité, que peut s'exercer justement des manifestations concrètes du fédéralisme ou encore d'une aspiration souverainiste à travers la construction de la façon qu'on va gouverner. Hein? Par exemple, une ville qui décide d'appliquer, par exemple, ou de ne pas appliquer ou de faire obstruction à des projets qui viennent du national ou du fédéral. Bien, surtout, on relève du national, donc on va dire provincial, de Québec. Hein? Moi, j'appelle ça national. Alors, on a vu Coderre, par rapport au projet de loi 62, dire qu'il n'appliquerait pas ça là. Mm-hmm. Et là, lui avait une position, Coderre, qui est issu justement des milieux d'EPM, c'est-à-dire de Projet Montréal. Donc, il ne représentait pas l'opposition à ce projet-là. Puis, on va le voir tout à l'heure, je vais l'aborder. Il était à côté de la plaque en tout dans sa campagne électorale, donc aussi dans son personnage, puis dans les positions qu'il devait représenter. Ah, il s'est fait déculotter sur tellement d'affaires. Mais pour en revenir à la question nationale, moi, je vous dirais, une chose aussi qui a permis à Valérie Plante de s'épargner bien des heures et s'attirer beaucoup de votes, c'est le fait qu'elle n'a pas manifesté d'intérêt nationaliste ou indépendantiste.
Au contraire, quand on sait où elle loge, comme je dis, l'Institut Broadband qui est au NPD. Oui, mais c'est la même chose pour Coder, de toute façon. Oui, mais ça a son importance parce que quand on compare, par exemple, avec une précédente élection où on avait une Louise Arel qui se présentait, là, on faisait le coup de la Brinks. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ça, le coup de la Brinks, le 26 avril 1970, on est 3 jours avant les élections provinciales. Il y a une crainte que le Parti québécois, le Parti indépendantiste, séparatiste, puisse prendre le pouvoir et déclencher quasiment unilatéralement l'indépendance. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a la Royal Trust décide de déménager donc du matériel de bureau et va nulliser 9 camions de la Brinks, donc 9 camions blindés dans lesquels ils vont littéralement charger comme des classeurs, des tables, des bureaux, des chaises, mais les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces camions-là. Dans les journaux, on voyait « l'argent quitte le Québec ». Pour dire, ben oui, parce que ça crée de l'incertitude. C'est de là que ça vient, c'est là que ça a commencé. Instrumentaliser la peur pour contrôler les populations, hein, c'est ça. C'est vieux comme le monde, mais donc ça a passé aux annales comme étant le coup de la Brinks. Et c'est utilisé de façon systématique à peu près à toutes les élections, alors que les libéraux vont sortir la crainte, donc au niveau économique, les séparatistes vont amener de l'incertitude, puis ben là, regardez qu'est-ce qui va arriver avec les sièges sociaux, ils vont déménager. Juste attirer votre attention en passant sur le fait que les libéraux québécois sont au pouvoir depuis 13 ans. 14 ans, 15 ans? Presque 15. Presque 15 ans. Et, mais de toute façon, c'est le PQ pendant les 18 mois qui a tout détruit. Mais c'est ça. regardez le nombre de sièges sociaux qui ont déménagé depuis. Et les paradis fiscaux aussi, parce que tous les intérêts sont là-bas. Mais nous autres, on n'a rien. Mais c'est un autre sujet que nous devrons aborder un petit peu plus tard, ça. Ah, excuse-moi. Je t'en prie, il n'y a pas de problème. Alors, donc, cette fuite, cet exode des capitaux est un argument qui est utilisé. Et encore une fois, ça prouve que la question nationale est quelque chose de très, très présent au palier municipal. Les allégeances aussi, directes et indirectes, peuvent permettre d'obtenir des subventions. Et peuvent permettre de rendre très, très rapidement concrètes certains projets. Et je pense notamment le réseau électrique sur rail de Montréal, le REM là, qu'on est en train de construire. Pourquoi ça se réalise aussi rapidement? Il y en a qui vont me dire « c'est à cause de la caisse de dépôt. Hein. » Oui, mais qui était à Montréal? Qui dirigeait Montréal? C'était Denis Coderre. On connaît son allégeance. Qui dirige le Québec? C'est la famille. Là, vous allez me dire Desmarais. Je vous dis non, c'est pas Desmarais. Je vous dis non, langue sale, c'est Philippe Couillard. Donc, c'est Philippe Couillard, donc encore un libéral notoire. Alors, il y a comme une espèce de... il y a comme une alliance spirituelle. D'ailleurs, on voit c'est l'Ouest qui a encore voté pour Coderre et on comprend que ce n'est pas que Québec solidaire qui peut revendiquer la victoire de PM. Il y a quelque chose de retard, mais c'est quand même les petits péquistes. Les petits péquistes là, qui faisaient des messages sur Face de Bœuf pour dire il faut absolument débarquer le gros Coderre parce que Coderre, ça fait 15 ans pas 15 ans, ça fait 30 ans qu'il est dans le paysage politique, ça fait 30 ans qu'il est détestable par nous, les indépendantistes. Absolument. Et les gens, comme ils sont en retard de 30 ans sur la politique, n'ont pas pu voir qu'ils ont élu quelqu'un qui est ce qu'on appelle un masque, qui représente en réalité les mêmes intérêts, mais plus à gauche que le Parti libéral. Tu avais deux gangs. Tu avais la gang des vieux libéraux. Et ceux qui vont voter pour cette gang-là, c'est l'ouest de l'île en partie, pour une grande part. Et du côté de Valérie Plante, on a maquillé, c'est-à-dire toute la mouvance NPD, Québec solidaire, s'est maquillée pour se donner, comme tu le disais tout à l'heure, un aura plus au centre. Et là, finalement, ça a permis aux gens qui haïssaient Coderre, les petits francophones, là, péquistes, là, moyens... De jeter leur dévolu. C'est ça, et de voter pour Valérie Plante. Et ces gens-là risquent de déchanter assez vite. et le vote était concentré, hein? Aussi à Montréal, il faut le dire, il n'y a pas de morcellement du vote comme ça peut être le cas, par exemple, au palier provincial, où on retrouve 4-5 partis différents. Ici, le vote, il est bipolaire.
dans le bon sens comme dans le moins bon sens. On remonte très loin dans les mairies de Montréal. Un nationaliste comme... son nom m'échappe, là, la chasse-galerie, là. Voyons, son nom m'échappe. Honoré Beaugrand. Bon, voilà. Honoré Beaugrand, mais s'est appuyé sur l'Ouest anglophone de Montréal pour prendre la mairie, mais c'était un nationaliste. Donc, c'est pas toujours si facile. Mais la réalité est là. Il y avait, en tout cas avant, il y avait l'ouest de l'île, plus anglophone, et l'est plus francophone. Absolument. Maintenant, bien entendu, il y a des gens qui partent avec cette idée-là de dire, bon, mais on a la preuve, là. Si on est réunis, on peut battre les libéraux. Tu sais, il y en a qui partent avec cette idée-là. Si on est réunis, s'il n'y a pas de division, on peut battre les libéraux, ce qui est vrai. Mais je ne suis pas certain que moi-même, j'aurais voté pour Valérie Plante et cette gang-là. Pas certain, même en haïssant Coderre. Ce que je passais mon temps à dire, c'est maudits qui sont mal pris, les Montréalais. J'aurais pas voulu être un Montréalais. Je suis fier d'être un Jérômien, même si je suis un Montréalais de naissance. Être pris à voter à Montréal, maudit. Mon premier réflexe, ce serait d'annuler mon vote. Moi, j'ai suggéré, par l'entremise de quelqu'un que vous connaissez bien, de dire au maire de déclarer la ville de Saint-Jérôme ville sanctuaire, ville refuge pour les réfugiés de Montréal. C'est de là qu'on vient, d'ailleurs. C'est de là qu'on vient. On s'est exilé à Saint-Jérôme. On accueille les migrants en grand nombre, d'ailleurs. Donc, dernière chose que je voudrais souligner, c'est l'importance d'obtenir une gouvernance d'une métropole française, une deuxième ville au monde francophone, et je fais appel à Mme Plante en lui disant ceci, petit rappel, la charte de la ville de Montréal, la section C 11.4, l'article 1, la ville de Montréal est constituée en vertu de la présente charte. Montréal est une ville de langue française. Je répète, Montréal est une ville de langue française. Pourquoi fais-tu cette mise en garde, ce petit rappel? Parce que Mme Plante a, à plusieurs moments, évoqué la possibilité d'un statut un peu plus bilingue afin de plaire à un certain auditoire anglophone et allophone. Il ne faut pas s'en cacher. Et ce qui fait que Montréal est différente de toutes les autres villes en Amérique du Nord, de toutes les grandes villes, j'entends, là, c'est justement son caractère français et francophone qui lui donne une touche exclusive. Mais tu sais comment ça va se terminer, ça, hein? Je ne sais pas dans combien d'années, là, mais Montréal va finir. À un moment donné, il va arriver une petite crise politico-économique. Je ne sais pas, Montréal va vouloir ne pas, si on continue sur cette voie-là, n'obéira pas finalement à Québec. Il va vouloir s'en détacher, un peu comme Coderre commence à le faire, même. Et ça va finir que Montréal, pour une raison ou une autre, parce que j'ai plusieurs scénarios, là, va finir par être mis en tutelle par Québec. C'est comme ça que moi je pense. C'est un scénario catastrophe un peu, là. Mais, mais ça fait un gouvernement qui est moindrement qui est nationaliste un peu. Non, mais pas rien que ça. C'est-à-dire, non, ça peut même être le contraire. Ça pourrait être un gouvernement à Québec qui est super fédéraliste, puis au contraire, Québec pourrait peut-être même, Montréal pourrait être très indépendantiste. Donc, dans tous les cas... Mais je vois pas comment, avec la quantité d'allophones qu'il y a à Montréal, puis la diminution du poids des francophones et ce qu'on appelait traditionnellement là, des Québécois de souche, là, des Canadiens français, je vois pas comment que une telle situation pourrait se produire. Non, mais inversé, je veux dire. Là. Non, mais il faut comprendre. Une ville qui est mise sous tutelle, c'est parce qu'elle n'obéit pas au pouvoir central. Absolument. Là-dessus, on est d'accord. Par exemple, à Barcelone. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ça, donc, ça va finir comme ça. Peut-être pas pour les mêmes raisons. On s'entend que c'est pas indépendantiste à Montréal plus qu'il ne le faut. Hein, de moins en moins. Ben oui. Mais pour toutes sortes d'autres raisons. C'est-à-dire un défi, Montréal qui est Coderre l'a fait à plusieurs reprises quand ils ont parti du projet de loi dernièrement. Par exemple, on la respectera pas. Aussitôt qu'il y a un pouvoir à Québec qui ressemble à 1/10 de ce que moi je serais, ce serait pas compliqué, là.
Et imaginez-vous une situation catastrophe là, où vraiment Montréal décide de n'en faire qu'à sa tête parce qu'elle représente le 3/4 de la population du Québec. Donc, comment ça va brasser? C'est-à-dire que Montréal va demander plus de pouvoir à l'intérieur du Québec, autant au niveau des élections de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire Montréal va demander plus de députés en raison d'une représentation par la population. Et probablement, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir un parti très fort qui, lui, va être plus régionaliste, qui va vouloir remettre à sa place Montréal. Dire, mais c'est spécial comme ça, parce que même Trudeau, dernièrement, parlait de ça, en cas de tu sais, mettons qu'on voterait un référendum, que Montréal pourrait se détacher, il ne serait pas exclu de garder Montréal à part. C'est ça que je vois, en tout cas, Christian, comme un futur problème. Alors, deuxième sujet que je veux aborder avec vous ce soir. Lisez le bienheureux de Bienheureux à fragiliser. À fragiliser. Oui. Ah, je sais de quoi tu veux parler. Oui, écoute. Vas-y. Vous savez, il y a eu tout un tumulte dans les derniers jours, en fait depuis une semaine et demie à peu près, avec l'affaire Guy Ouellette. Ça brasse, ça continue de brasser et ça n'a pas fini de brasser, ça c'est clair. Et Jean-François Lisée est présentement victime d'une fronde interne parce qu'il est jugé par ces derniers comme étant trop identitaire. Asti, je capote. Asti, je capote. Ça nous vient de Denis Lessard. Oui. OK. Oui. En gros, ben, je sais pas si Denis Lessard de la presse. Le Denis, là. Écoute, si tu veux, je peux... je vais continuer, tu vas l'expliquer. J'y vais, puis si j'oublie des bouts, tu me pistonnes. Donc, Occasion en or, c'est pas juste un slogan poche de vente de chars usagés. C'était aussi la situation de rêve qui est passée sous le nez de Jean-François Lisée pour faire des points à cause... Des gains politiques. Oui, absolument, afin d'assurer des gains politiques. Sa tentative commence au point de presse matinal du 3 novembre. Il fait une présentation où il vient dire qu'avant Noël, il va y avoir un projet de loi sur la laïcité et sur le port du voile qui va être déposé à l'Assemblée nationale par le Parti québécois. OK. Donc, essentiellement, il nous dit que ça va être une reprise de Bouchard-Taylor qui va avoir une interdiction, par exemple, de port de signes ostentatoires pour les juges, les gardiens de prison, les policiers, et ça va se faire de façon mur à mur. Les éducateurs en service de garde aussi? Et là, voilà. Et là, pour tenter de se dissocier un petit peu... Non, excuse-toi pas, c'est parfait. Pour tenter de se dissocier justement de la coalition Avenir Québec, moi j'appelais ça une appropriation qu'actuelle. Et non culturelle. Il va faire en sorte que les éducatrices en garderie vont avoir un droit acquis pour celles qui travaillent déjà, mais toutes les nouvelles, elles, seraient contraintes de se conformer à la nouvelle loi et ne pourraient pas donc porter de signes ostentatoires en CPE ou encore en garderie privée. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lisée est flanqué de qui? Il est flanqué de Agnès Maltais. Et Agnès Maltais affiche un regard, une mine déconfite, un air dubitatif, interdit. Donc, elle est vraiment là, écoute, elle vient de voir le bonhomme 7 heures, ça y a un coup de batte de baseball dans le front, mon chum. Puis, donc, elle a dit rien. Par la suite, à l'entrée du caucus, les journalistes se ruent sur François Gendron. Gendron arrive, regarde hébéter les journalistes et dit « Bon, pas au courant ». Et après ça, ça rentre dans le caucus. Et là, nous avons eu des échos du caucus. Alors, au caucus, qu'est-ce qui se dit? Ça brasse en tabaslac. Puis ça parle fort en... Mais il n'avait pas parlé à sa gang, quoi? Non, il n'avait pas dit d'avance. Il a décidé ça unilatéralement, comme ça, blind. Ben oui. Correct. OK. Fait que là, il arrive, il dit... fait que là, qu'est-ce qu'il se dit? Il n'est pas question de faire revivre la charte à Drainville. Pas question. C'est pour ça qu'on a perdu les élections. Hein? Oui, parce que la gang, ils sont là. Hey, moi, je trouve que ça fait tellement pitié. Là. Parce qu'ils ont comme intériorisé la défaite
la propagande, puis la cabale. Des mauvaises raisons pour lesquelles ils ont perdu. De Québec solidaire, puis du Parti libéral, hein? Fait que, tu sais, l'histoire des votes ethniques, là, tu sais, les races. les races. Fait que là, il a dit, hey, Drainville, avec sa charte, c'est des symboles, je vais interdire ça. C'est lui, on a perdu les élections à cause de lui. On va se faire planter encore. Fait que là, il y a une condamnation unanime de la stratégie identitaire de Jean-François Lisée. Alors, on a Véronique Yvon, on a Alexandre Cloutier, on a Sylvain Gaudreault, on a François Gendron, qui nous disent qu'il n'est pas question que cet enjeu-là revienne encore une nouvelle fois hanter et, que dis-je, détruire le Parti québécois. Ils sont pas capables, même si 75 à 80% des Québécois, indépendamment de leur origine ethnique, sont d'accord avec cette idée-là, mais ça, faut enterrer ça. Hein? Alors là, le lendemain, caucus plénier, mercredi, et là, Véronique Yvon en rajoute une couche. Elle dit il s'agit d'un processus inacceptable de la part de Jean-François Lisée, une position controversée. Alors, il y a protestation, en plus de ça, des militants en ligne, via Facebook et via des courriers électroniques qui déferlent à la permanence du Parti québécois. Tout ça dans la mouvance d'un sondage choc qui nous révèle quoi? Qui nous révèle que le PQ est à 20% d'intention, selon le Léger, et que Jean-François Lisée affiche un taux de popularité avoisinant les 12%. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit donc d'un désaveu pur et simple de Jean-François Lisée. C'est leur virer, c'est le rabaisser, c'est tasser son leadership. Et donc, c'est tout un amalgame de toutes sortes de choses. Mais écoutez, là, moi, je trouve ça très, très, très préoccupant. Et là, Jean-François Lisée a terminé en nous disant qu'il faisait une rétractation, qu'il n'y aurait pas de projet de loi comme il l'avait d'abord indiqué. Et c'est vraiment la débandade complète. Mais tu sais que c'est la girouette en lui qui revient. Hein? Mais attention, c'est que... attention. Ça fait longtemps qu'on dénonce la dynamique au Parti québécois. Hein. Ça date même d'avant Lisée. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? En tout cas, si je reviens à moi mes propos, parce que je vais donner mon opinion là-dessus. C'est-à-dire, puis je suis certain qu'on s'en est parlé, de toute façon, on est assez d'accord. Ce parti-là est un parti qui est mort. Puis je m'explique. C'est mort, c'est fini. Donc, je veux bien, là... tu sais qu'on a des auditeurs qui je le sais, mais c'est plate, mais le parti est mort, puis j'explique pourquoi. Votez CAQ, votez maintenant, votez souvent. Moi, je m'en fous de la CAQ, moi. Jean-François Lisée, je lui ai donné mon appui. Quand je l'ai vu faire, j'ai dit « Oh! C'est un gars à gauche, mais il joue au populiste. » J'ai dit « Ah, c'est parfait. » J'ai dit « Au moins, moi qui croyais que le PQ était pas fort, puis que ça s'en allait sur le très mauvais côté. Hein, si on était rentré avec Alexandre Cloutier, c'était fini. T'sais. Ça, c'est une petite gang qui veut la jouer à la Trudeau, là, au PQ. Donc, le PQ est gangréné, déjà à ce moment-là, puis depuis longtemps, par ce qu'on appelle les libéraux bleu poudre. Hein, c'est des libéraux bleu poudre. Et quand Jean-François Lisée, je lui ai donné, entre autres à la radio avec François Saint-Louis, on a dit on va donner notre appui à Jean-François Lisée. Il a gagné avec ses positions identitaires. Une fois qu'il a été élu, et son dernier bon coup, c'était son entrevue avec Michel Cauger. Où là, Jean-François Lisée représentait exactement ce qu'il faut faire pour gagner. Tu as tellement raison, mais c'est tellement terrible en même temps de dire ce que tu viens de dire, parce que cette entrevue-là qui a accordée à Michel Auger date des 2 premières semaines de son élection à titre de chef. Tout de suite après, ça s'est éteint. Et on sait que Lisée, c'est une machine à idées. Donc, oui, on peut, sur un premier degré, reprocher dans cette histoire-là où il s'est fait malmener au caucus suite à sa sortie devant les médias sans avoir consulté le caucus. Et on parle aussi du caucus restreint. Hein. Vous savez, il y a le caucus. Tu peux dire on fait un caucus, puis là, c'est tous les députés. Puis le caucus restreint, quand tu es dans l'opposition, c'est pas les ministres, mais c'est les gens qui sont les grosses légumes, qui sont la garde rapprochée. Et quand il est entré au caucus, on l'a su par le texte de Denis Lessard.
C'est Denis Lessard, dont il faut se méfier, mais qui est un vrai journaliste. Là, quand il sort quelque chose, c'est vrai. C'est plate, mais c'est vrai. Donc, oui, on va dire, c'est un journaliste de la presse, puis il cherche souvent à nuire au PQ. C'est vrai, mais ce qu'il va dire va être vrai. Alors, on donne notre appui à Jean-François Lisée, puis après ça, silence radio, il ne se passe plus rien. C'est la preuve. Ce que je veux dire, ce n'est pas le chef n'est pas le problème du PQ. C'est l'establishment. Je vais les nommer les problèmes qui sont apparents. Quand vous voyez Véronique Yvon, quand vous voyez Alexandre Cloutier, quand vous voyez Sylvain Gaudreault, quand vous voyez cette gang-là, tous, et presque sans exception, c'est des gens que quand vous réussissez à leur faire sortir les verres du nez avec un projet, mettons, nationaliste, une organisation, une manifestation, n'importe quoi, là, ils vont dire « Ah, pas encore les ceintures fléchées ». Donc, ce ne sont pas... C'est des gens qui nourrissent pas... Ce ne sont pas des nationalistes, indépendantistes qui nourrissent leur famille. Donc, Et là, on voit très bien que c'est les cadavres du PQ qui ont fait reculer Jean-François Lisée sur un de ses élans les meilleurs. Mais ça prouve quoi? Dans les deux cas, c'est le phénomène de la saucisse high grade. Plus plus t'en manges, plus il y en a, ainsi de suite. Oh. Je sais pas la raison, le logo, mais ce qui arrive, c'est que ces deux phénomènes-là... Ouais, c'est ça, dis-les pas. Donc, ce phénomène-là se nourrit, c'est-à-dire l'establishment du PQ qui fait en sorte qu'il devienne mauvais. On se rappelle, Pierre-Carl Péladeau. Ça a pris 2 semaines, puis il a été obligé de dire « Oui, c'est sûr, il va y en avoir un référendum. » Parce que si jamais on veut faire... La pression est telle, elle vient des médias, qui sont des péquistes référendistes, et on a ça à l'interne. Il n'y a plus rien à faire. J'ai tout tracé, moi et d'autres, mais bon, je crois beaucoup en moi dans ces choses-là. J'ai tout tracé. Oui, c'est ça. J'ai tout tracé. Le programme de ce que le PQ, selon ce qu'il est, devrait être pour être capable de gagner des élections puis de retrouver la faveur. C'est terminé. Ils font exactement le contraire en tout. Et ça, c'est la dernière preuve en date. C'est fini. C'est fini. Ils sont littéralement infiltrés par des multiculturalistes. Et c'est des libéraux bleus, pas de multiculturalistes, etc. Tu te rappelles, je ne veux pas te couper, mais tu te rappelles, Claude, quand on a milité ensemble il y a plusieurs années, moi je disais souvent qu'au Parti québécois, il y avait des fédéralistes. Oui. Tu sais, pas nécessairement des gens qui vont s'afficher, là, sauf que dans leur mentalité, ils sont fédéralistes. On reviendra toujours à cette idée, quand on parle du multiculturalisme c'est ça. T'es un indépendantiste, mais point de salut en dehors de la Constitution canadienne. C'est ça, exactement. T'es un esti de raisin. OK, dernier sujet. Moi, j'ai appelé ça « perdu dans le mal ». Pourquoi perdu dans le mal? Parce que je vais vous parler de centaines de migrants qui disparaissent dans la nature. Donc, les immigrants illégaux, là, fallait pas dire que c'était des immigrants illégaux. Comment il fallait dire ça, là, déjà? C'était quoi le terme? Des réfugiés irréguliers. C'était des irréguliers. Ça n'existe pas, ça, des illégaux. Ben non, toi, hey, bout de vierge, traverse la frontière avec le fun aux États, puis va voir si tu vas t'es juste irrégulier ou t'es illégal. Je vais te garantir une affaire, tu vas couper en tôle dans le temps de le dire. Non, ben c'était simple, hein, j'avais dénoncé ça à l'époque, hein, quand même Lisée était rendu pour dire... Puis là, ils nous faisaient tous la leçon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il me faisait la leçon pour dire que non, ce n'est pas des immigrants illégaux, ce sont des réguliers. Et là, il y avait des gens sur le fameux réseau social. Et là, je te leur ai payé la traite. J'ai dit, s'il y en a un qui est capable de m'affronter là-dessus, là, OK, s'il y en a un, c'est entre un dans le monde qui est capable de venir m'accoter ici, là, pour venir débattre ça, c'est-à-dire prendre la position que ce sont des irréguliers et que moi, je vais avoir les illégaux, là. Vous en trouverez pas. Ce sont des mensonges et vous tombez dans le panneau. Absolument. C'est simple. Absolument. Ils passent par la douane et ils vont être refusés. Donc, ils vont être... S'ils passent pareil par la douane, ils vont être illégaux. Donc, on leur dit, le message politique leur dit, passez par à côté, puis là, il va y avoir des camps. C'est terrible. Donc, non. C'est les invités que Jean-François Lisée avait dit, les invités de Justin Trudeau. Oui, c'est ça. Alors, ces immigrants illégaux-là ignorent les avis de convocation du ministère de l'Immigration. Ça nous prouve quoi? Ça nous prouve que à la fois la frontière et le système sont de grosses passoires cheapos.
C'est ça que ça nous dit. Des avocats spécialisés que tu interroges vont dire que les demandes se perdent dans des dédales administratifs. Puis ça assure que les demandes vont être soit perdues ou soit stagnées pour des périodes de temps qui défient l'imagination. Alors, les migrants sont au courant des nombreuses failles de notre système et il y a une organisation minutieuse qui a été faite, entre autres, on parle entre autres des migrants illégaux haïtiens qui se sont organisés minutieusement aux États-Unis, justement en prévision d'arriver ici puis de disparaître dans la nature. Vous imaginez, là. Il faut que nos auditeurs aussi s'imaginent ça. Vous avez que c'est le peuple qui s'est rebellé contre ces politiciens. D'ailleurs, on voit même que l'Élysée a, sur ce coup-là, un bon mot puis un mauvais tout de suite après. Donc, il n'y a personne pour nous défendre, c'est-à-dire défendre la nation. Il n'y a plus personne qui représente. Il n'y a plus personne. Donc, là, c'est le peuple qui a dit non à ça. C'est le peuple. Imaginez-vous que le peuple continue à dormir, puis qu'il ne se passe rien, et que là, c'est, je ne sais pas moins, 5000 Salvadoriens qui transitent par New York, là, qui sont là depuis quelques années, qui sont déjà illégaux là-bas, qui s'en viennent ici, et qui sont tous des criminels et des tueurs, là. D'accord? Puis là, je ne veux pas faire peur au monde, là, mais là, ce que tu es en train de faire Trump aux États-Unis, là, d'ailleurs, on a essayé d'encore faire de l'anti-trumpisme récemment avec ça, parce qu'on a regardé les chiffres de ceux qui avaient été déportés, c'est-à-dire ceux qui finalement doivent se retourner à leur pays. Et on a vu que sous Trump, il n'y en a pas plus qui sont renvoyés que sous Obama. Sous l'administration mais Obama. Maintenant, on a dit, oui, mais par contre, il fonctionne dans l'État de New York, à certains endroits, là, à New York, il fonctionne de façon très dure de plus en plus. Et il y a plus d'arrestations, puis il y a plus de mauvais traitements envers ces gens-là. Sauf que quand on va plus loin, les gens sont très d'accord avec Trump, ce qu'il fait là. C'est-à-dire qu'on fait un petit nettoyage de... C'est tous des criminels. T'as pas le droit de dire ça. C'est tous des criminels. T'as pas le droit de dire ça. On fait un petit nettoyage et les gens, ce qu'il faut savoir, là, les médias ne vous le diront pas. Moi, je vais vous le dire, Trump va gagner ses prochaines élections. C'est déjà dans la poche. C'est déjà dans la poche. Les gens sont d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Donc, le seul lien que je voulais faire en terminant, c'est que, imaginez-vous que le peuple ici dit rien, et que la prochaine vague, entre autres, ce sont des Salvadoriens. Imaginez-vous les gangs de rue, puis on a explosé par 100. Je termine ce sujet, le perdu dans le mal, avec les débordements massifs à prévoir. Alors, en reprenant un petit peu ce que tu disais, on sait que janvier-février, il y a des certificats qui expirent, tu le disais, pour des ressortissants du Honduras et du Salvador, si je ne m'abuse, et on parle de 300 000 personnes donc qui seraient susceptibles de traverser illégalement la frontière et d'imiter donc ces nombreux Haïtiens qui disparaissent dans la nature. Et là, attention, j'aimerais ça par exemple, juste en parenthèse, dire, c'est pas tous les gens qui viennent du Honduras et du Salvador qui sont des criminels, là. Mais la proportion est tellement forte à l'intérieur de gens qui vivent de ça, qui vivent du meurtre, là, hein, ça joue dur, là. C'est une nouvelle petite mafia. Donc, les petites gangs de rue ici qu'on avait entre les Reds et les Blues, là, c'est des enfants d'école. Oui. Donc là, les problèmes qu'on aurait dans les prochaines années là, seraient presque impossibles à résoudre. Moi, j'aimerais ça juste... Moi, je sais pas. Quand je parle de l'immigration massive, dans mon milieu de travail, puis là, je vais parler des élections municipales tantôt, on a fait du porte-à-porte, les gens nous parlent de ça. Les gens, je sais pas si... En tout cas, peut-être plus Rive-Nord, en région, les gens sont inquiets de ça. Je sais pas si vous autres, dans vos milieux de travail, mais c'est... Quand on en parle, ce qui est vraiment surprenant, c'est que les gens sont un petit peu gênés de dire que là, quand tu amènes des points... Ils sont tellement habitués de se faire traiter exactement, de racisme. Quand tu amènes un petit peu un point, me dire, ben là, on peut-tu se questionner là-dessus? Ouais, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai ça. Mais je sais pas, mais moi, quand j'en parle, c'est ça que j'entends. Et c'est un petit peu le feeling que j'ai c'est-tu quoi? Souvent, on est gêné, même quand on voit que quelqu'un n'a pas la même couleur, que c'est pas un Tremblay, que c'est pas un Gagnon, que c'est pas un Bouchard, mais
parlez vraiment aux gens, même des musulmans. Oui. Même des musulmans, ils sont inquiets. Oui. Ben oui. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille. Vous savez, ils veulent pas se ramasser avec n'importe qui. Eux, on fait une demande en bonne et due forme. Ils travaillent, puis c'est des gens qui ont des bonnes valeurs. Ils veulent pas ça, des gens avec des niqabs d'en face, puis des gangs de rue non plus. Ils veulent pas. Ils ne veulent pas que la société québécoise se transforme en banlieue parisienne ou en Londonistan. Comme ça se fait là-bas au Royaume-Uni ou encore en France ou encore qu'est-ce qui est en train de se passer en Allemagne. Et le plan qui est appliqué par Justin Trudeau, c'est littéralement l'application du plan de Soros de faire rentrer des gens à appel, puis appel. Puis on s'arrange pour que le débat reste très manichéen. C'est-à-dire qu'on veut absolument opposer. Il faut que tu choisisses blanc ou noir. Si tu essaies d'être nuancé. Non, mais c'est vrai. Un temps soit peu que quelqu'un essaie de nuancer cette position-là, tu passes pour un raciste ou un ci ou un ça, parce que c'est une... Mais parlez aux gens dans vos milieux de travail, les gens vont être d'accord avec vous. Je vous le dis, là. Mais faut pas... Je dis ça aux auditeurs de Radio Infocité. Gênez-vous pas. C'est sûr que si vous arrivez puis avec un air enragé, les gens ne vous écouteront pas. Mais amenez des arguments concrets. C'est ça. Amener des arguments concrets, là. Je veux dire, ils vont dire, ouais, c'est vrai, ça. Hey, ouais, c'est Caroline. Je vous le dis, là, les gens sont pas mal plus en questionnement et en réflexion par rapport à ça. Et on a le droit de l'être, surtout quand on sait que le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies a demandé aux pays occidentaux et en particulier au Canada d'augmenter le nombre de réfugiés. Et là, il y a un mélange qui est fait dans l'esprit de la plupart des gens entre des réfugiés, des immigrants illégaux et des immigrants tout court. Et quand on sait que Trudeau veut augmenter le nombre d'immigrants admis au Canada à chaque année pour en avoir 1 million dans les 3 prochaines années. Ça, c'est carrément en dehors de notre capacité. Là. C'est ça qui est... Parce que faut se dire, oui aux immigrants, mais en respectant notre capacité de les accueillir et de les intégrer. C'est ça. Puis c'est ça, je veux dire aussi, c'est que, tu sais, ce débat-là, il existe, mais il y a un discours démagogique aussi qui existe de l'autre bord, puis on le sait, là, je veux dire, fait qu'il faut faire attention sur les réseaux sociaux, valeur de job, écoute, ça existe aussi, ce discours-là, faut pas le... mais l'objectif... Non, mais attention, je suis pas en train de dire, là, on est en train de défendre un côté, mais c'est ça, je veux dire, moindrement que tu viens nuancer une position. Oui, mais valeur de job, ça, on le voit plus, ça, on entendait ça peut-être il y a 20-25 ans, mais il faut vraiment, là, honnêtement, moi, je vais sur les réseaux sociaux, je le vois pas, valeur de job, ça ressort pas, je suis pas ça, c'est pas le danger que je suis en train de dire que ce discours-là existe aussi, il faut faire attention, de pas... absurde de tout. Mais amener l'argument que l'objectif ultime de dans le fond, de ce processus-là et de cette intention-là du gouvernement Trudeau d'amener des gens ici, c'est de mettre de la pression sur les salaires ici, là. C'est de mettre de la pression sur les travailleurs. Ouais. C'est un des... Parce que ça, c'est un des objectifs ultimes pour casser du syndicat. Là. Ça c'est clair. Là, je vais loin, là. Mais je vous le dis, ça part de là aussi. Puis une des personnes qui défend mieux cette position-là, je trouve, c'est Tania Lompré, qui est toujours en train de parler de la capacité d'accueil, puis de ce qu'on est capable de prendre, puis elle ramène les chiffres et constamment elle va défendre cette position. Il faut savoir de Tania Lompré, c'est quelqu'un qui travaille auprès de la francisation des immigrants, qui a commencé, elle, par dénoncer, même à l'époque, là, quand Bouchard avait même lui-même réduit les subventions au coffee, là. Ouais. C'est quoi la saucisse à grade? Plus on en mange, plus on aime ça? Ouais, je sais pas. La saucisse à grade, je pensais que c'était plus on en mange, plus c'est de la merde. Plus il y en a, plus on aime ça. C'est quoi donc? Plus il y en a, plus on aime ça. Plus on aime ça, plus il y en a. Quelque chose de même. C'est pas plus... On est trop jeunes. On est trop jeunes, nous autres. Faudrait faire une petite recherche sur Google. C'était peut-être des pogos. C'était peut-être pas des saucisses. Ah, ben ça, c'est... Ouais, plus qu'il y a de panneux, moins il y a de saucisses. Ouais, ou comme des pogos dégelés. On va donner ça, on va en parler à Manon. Est-ce que vous voulez manger avec de la moutarde ou du ketchup ou les deux? Avec la moustache. Moi, ce que j'aime, c'est la petite saucisse en cocktail. alors, tout ça pour dire que le Canada, ultimement, on est un État de droit. Il y a des lois à respecter. Et donc, il faut absolument qu'on prenne un coup de barre. Puis, il faut déglinguer les médias et les organismes qui tentent de nous dire le contraire. Le Québec et le Canada sont et doivent demeurer des États de droit qui font respecter la loi. Et les immigrants illégaux, regardez ce que ça donne. Je termine là-dessus.
Ben, merci beaucoup. Gros merci. Merci beaucoup. On passe à une chroniqueur central. publicitaire et on vous revient. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radio-infocité.com. Ah! Oui, je m'attendais. J'attendais un petit jingle. J'attendais un petit tour. Ben non, mais je pensais que tu allais présenter d'abord notre chroniqueur. Étant donné que c'est sa première chronique cette année, cette saison-ci, c'est-à-dire. Vous vous en êtes ennuyé. Vous l'avez demandé. Nous vous l'offrons sur un plateau d'argent, mesdames et messieurs. Voici votre chroniqueur santé, société et environnement. Alors, Monsieur Dubé, vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je vais parler en fait, je vais plus parler de société parce je vais parler des élections municipales, parce qu'on en a parlé tantôt en début d'émission. Comme Claude disait tout à l'heure, moi aussi, j'ai donné un coup de main à ma conjointe là, dans la dernière année et demie à ce que ma conjointe se fasse élire au conseil municipal à Mirabel, pour ne pas nommer la ville. Je nommerai pas de nom, mais je peux nommer la ville. Hein? Ben oui. On va quand même parler un petit peu de comment ça s'est passé. Puis, tu sais, moi, mon questionnement et le cheminement par rapport à ça, parce que quand on va habiter dans une ville quelconque, on pense pas nécessairement, à un moment donné, tu sais, qu'on va s'impliquer tant que ça, tu sais. Mais, tu sais, ça va être plus souvent par rapport au travail, tu sais, quand on va s'implanter dans un milieu. Mais les enjeux nous rattrapent. Exactement, les enjeux nous rattrapent parce qu'on vit dans ce milieu-là. On vient qu'à connaître les gens, on vient qu'à connaître tous les organismes et tous les regroupements de personnes, les familles qui sont un peu notoires, qui ont de l'influence aussi. Et puis, finalement, quand on a des questionnements, mais là, c'est sûr qu'on va s'impliquer un petit peu plus, on va se questionner, on va aller voir les séances du conseil. Et à Mirabel, c'est ça, il y a quand même un parti qui est là. Là, c'est un maire qui a fait un mandat de 4 ans, mais quand même, c'est un parti qui est là depuis presque 30 ans. Fait que, est-ce que vous avez tenté de la jouer jeune loup contre vieux parti? Pas vraiment, parce que notre candidat à la mairie, c'est un homme de 61 ans. Puis, on avait 2 personnes qui étaient dans le conseil déjà, qui avaient déjà été élus. Alors là, ça fait en sorte que nous, on s'est ralliés à eux, parce qu'il y avait les mêmes questionnements que nous autres, les mêmes réflexions, les mêmes doléances aussi. Il avait observé les mêmes incohérences, les mêmes irrégularités aussi là, concernant ce qui s'était passé dans les derniers 4 ans. Aussi, quand on a commencé à faire du porte-à-porte, c'est sûr qu'on... Mais quel est le gros enjeu à Mirabel? Le gros enjeu à Mirabel... Parce que pour situer les gens, Mirabel, c'est au nord de Montréal. Au nord de Montréal. C'est au nord de Montréal. Je vous dirais que il y avait un enjeu qui était plus particulier dans le district à ma conjointe, qui était dans un secteur donné où il y avait du développement un petit peu à la sauvage, et les promoteurs qui était un peu plus en lien avec l'administration qui était là en ce moment. Les gens qui ont acheté des terrains là se sont fait promettre des choses, du bois, pas trop de développement, que ça allait être tranquille. Et là, on propose des unités de condo. C'est rendu épouvantable. Hein? Oui, et puis ça va affecter toi, Claude, parce que c'est pas loin de chez toi. Quand les gens ils sortent de là,
faut qu'ils aillent prendre la 15, puis ils ont 2 sorties. Ah, c'était épouvantable. Et si ces condos-là se construisent, mais là... Ben, tu sais qu'il y a des... pour situer les gens, Mirabel, c'est là où Pierre-Éliott Trudeau avait exproprié beaucoup de terre pour faire l'aéroport. Et finalement, il y a 2 autoroutes. Il y a l'autoroute 15 qui part de Montréal, traversant Laval pour aller jusque dans le nord, en passant par Saint-Jérôme. Et la 13, elle, s'arrête justement après l'île de Laval, donc juste de l'autre côté, pas loin de Boisbriand, en tout cas entre Saint-Eustache et Boisbriand, mettons. Ouais. Et cette route-là, la 13, était censée d'aller jusqu'à l'aéroport. Oui. Mais là, est-ce que pour vous, c'est une doléance? Ben, ça, c'était dans les terminer la 13. Oui, c'est ça. Ben là, les maires de Mirabel, Boisbriand, puis je crois que c'est une autre municipalité, là, je ne me rappelle plus, celle qui est pas loin, qui est touchée par la 13. Saint-Canut. Ben là, je me rappelle pas. Là, mais c'est ça, il y avait les 3 maires s'étaient rencontrés, là, je pense, avant l'été, pour justement là, de discuter, à aller négocier aussi avec la MTQ, là, avec le ministère des Transports du Québec, pour que la 13 soit continuée, pour qu'il y ait une option pour les travailleurs, pour qu'ils puissent prendre le chemin. C'est sûr que ça, c'est un des enjeux. Il y a plusieurs petits enjeux. Mais nous, dans le fond, les doléances que le parti avait, en fait, c'est plus dans l'approche, dans comment est-ce qu'on aborde les dossiers à la ville de Mirabel, comment est-ce qu'on fait suivi de la communication entre l'administration et les citoyens. Parce que on sentait beaucoup qu'il y avait un peu de mépris envers les citoyens qui avaient des questionnements, des réflexions. On ne répond pas à nos questions. Quand on a des problèmes, on amène des trucs, il n'y a pas nécessairement de suivi de dossier. Ça, Est-ce que l'urbanisation à Mirabel est sauvage? Sauvage, sauvage dans le sens, tu sais, quand tu arrives, le problème de la densification des villes, c'est-à-dire, on va donner un exemple. Moi, on a des villes, Saint-Colomban, côté de Saint-Jérôme. Là aussi, ça grandit, ça grossit. Mais là, tu arrives dans des coins, c'est des raccoins, là, tu vas avoir des loupes, ce qu'on appelle, là. D'accord? Des loupes, puis là, tu vas avoir 3-4 maisons. Après ça, il faut que tu ailles plus loin. Puis ça, pour moi, c'est ce que ça fait, ça crée une mauvaise... Donc, il y a quand même plus de gens qui habitent la région de cette ville-là. C'est-à-dire que la ville, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut faire du développement. C'est plus de taxes. Donc, c'est faire le développement pour la ville. Mais en même temps, elle vit, cette ville-là, sur le dos de la ville qui est à côté. Oui. Qui, elle, est une ville plus traditionnelle, qui est collée sur la 15 et tout. Et ça va créer des phénomènes où il va y avoir des petites guéguerres entre les municipalités. Peut-être qu'une municipalité plus grande va faire des bâtons dans les roues de cette petite ville-là pour finalement l'avaler. Mais vous, Mirabel, c'est plusieurs petits villages. Oh oui, donc, c'est comme ça ressemble un peu à Laval. Ben, Mirabel, c'est 80% de territoire agricole. Et puis, c'est 54 000 habitants. Et c'est sûr que nous, tu sais, quand on se lance, quand on lance un parti politique comme ça, puis qu'on travaille en équipe pour essayer de changer les choses, pas parce que Mirabel, c'est pas une belle ville, puis pas parce que c'est pas le fun de vivre là, c'est que, tu sais, des fois, on veut que ça aille mieux. Et là, nous, ce qu'on a observé, c'est que oui, il y avait un problème de densification, parce que la ville de Mirabel fait partie du CMM, là, au niveau de la communauté métropolitaine. En tout cas, c'est toute une question de sous. Et là, c'est sûr que je pourrais pas rentrer là-dedans, mais ma conjointe est pas mal plus ferrée à cette heure à connaître le dossier. Mais juste pour vous dire que les gens, par rapport à ça, des fois, ils se font promettre des choses par les promoteurs. Mais finalement, le promoteur a toujours raison. Et là, finalement, il y a des rues qui se développent en arrière des gens. Il y a des rues qui se défont. Ah, ben la rue, elle ne sera pas débloquée, mais là, finalement, la rue se développe. Là, tu achètes une maison, puis là, tu as du bois en arrière. Exactement. On va pas penser que le bois, ça va rester du bois longtemps. Exactement. Et là, c'est ça, on a dans le district 1, parce que à Mirabel, il y a 8 districts. Dans le district 1, il y avait, dans le secteur de Mirabel en haut, il y a un litige par rapport à ça.
Mais là, le problème, c'est que pour en revenir avec nos revendications à nous, au niveau de la communication, nous, ce qu'on proposait, c'est d'avoir des diffusions web des séances du conseil et ça avait été refusé. Imagine-toi. Et là nous, on a eu un programme, et c'était dans notre programme. Et 2 semaines avant la fin de la campagne, le parti qui est en place a copié littéralement notre programme et avait la diffusion web dans son programme. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Mais là, tu sais, je vous parle pas aussi... on dirait presque le PLQ qui copie la CAQ. Oui, c'est ça. Ben, justement, tu parles du PLQ. Je te dirais que c'est vraiment d'inspiration libérale ce qui se passe à Mirabel, puis je me gênerai pas parce que on parle de népotisme. Là. Écoutez, il y a une conseillère c'était la belle-sœur du conseiller qui a pris sa retraite, et là c'est son fils qui s'est fait élire. Fait que là on a la tante et le fils qui sont sur le conseil. C'est plutôt une dynastie. C'est ça, une dynastie. Et il y a un autre conseiller la conseillère travaille pour lui dans son entreprise. C'est un petit peu du gros n'importe quoi. Et là on est passé de 4 conseillers qui étaient souvent qui pouvaient pas voter parce qu'ils étaient en conflit d'intérêts à cause qu'il y avait des entreprises où il y avait des personnes de leur famille qui étaient dans des entreprises aussi, fait qu'ils peuvent pas voter. Hein. C'est un manque au code d'éthique. Et là, on n'est pas rendu, on n'a plus seulement 4, on est rendu à 5. Et nous autres, on a mangé une volée. On a mangé une volée. Vous avez mordu la poussière. On a mordu la poussière, mais en même temps, il faut voir le positif à travers de ça. On a eu quand même 30% des voix en général là, pour un parti qui est là depuis presque 30 ans. Juste vous rappeler, pour les auditeurs de Radio Infocité, je pense que les gens le savent, là, les auditeurs ils le savent, parce que j'imagine que les gens de Radio Infocité qui nous écoutent, c'est des gens qui s'impliquent dans la politique. Se battre contre le cynisme et le copinage, c'est pas facile. Et puis, c'est ça. Fait que dimanche, et je pense qu'il y a des choses que nous... comme parti, il faut qu'on se remette en question, faut qu'on fasse un mea culpa sur certaines choses qu'on aurait peut-être pu faire différemment. C'est sûr que là, ces choses-là, je les nommerai pas en ondes. Hein. On va laver notre linge sale en famille. Oui, on va se garder une petite gêne, mais je pense que ce qu'on a accompli, c'est positif. On a réussi à avoir 30% des voix, quand même, pour un parti qui, dans d'un an et demi que s'est formé, on a tissé des liens à travers toute la communauté de Mirabel. Si on calcule Mirabel, c'est plus grand que l'île de Montréal. Non, c'est gros. C'est 54 000 habitants. Grand territoire, hein. C'est un grand territoire, ouais. 54 000 habitants, 80% de territoire agricole. Ça en est un autre point aussi que les agriculteurs ne se sentent pas écoutés. Et là, nous, dans notre équipe, on avait quelqu'un qui était du milieu agricole et qui était connu. Lui n'a pas passé non plus. Ça a été une... non, mais moi mon inquiétude par rapport à Mirabel, c'est que, vous savez, c'est des deux côtés aussi de la 15, là, mais ça va beaucoup plus du côté ouest. Mais quand même, c'est-à-dire que tu as plusieurs villages, tu as des terres agricoles, et moi, ce que j'ai peur, c'est que le développement soit anarchique. C'est-à-dire pas qu'il y en ait trop, le développement, mais mal conçu, mal planifié. C'est ça. C'est ma peur. Tu sais que maintenant, quand on descend dans l'heure du trafic, là, on parle de Saint-Jérôme, ça bloquait avant jamais avant Blainville. Maintenant, des fois, ça bloque rendu déjà à Saint-Jérôme. Et quand tu essaies de prendre le fameux raccourci, là, ceux qui connaissaient ça un petit peu, mettons que tu vas aller à Saint-Eustache. Ou à Boisbriand, là. Fait que tu prenais par exemple Laurent-Marianne. Tu sors de la 15 maintenant, tu arrives par exemple au coin de Côte-Nord, qui est comme un rang. C'est ça. Puis il arrive des chars de la droite. J'ai jamais vu ça. Ça veut dire qu'il y a des condos. C'est clair. Là, pour moi, dans ma tête, ce n'était que des champs de patates puis des champs de blé d'Inde. Et là, ça arrive, puis on se dit... Ça a été dézoné. Et là, ils ont construit des... mais là, cette partie-là, il y a peut-être un petit peu de Mirabel, mais un petit peu de peut-être de Santa Thérèse. Non, mais c'est tout le long. Là. C'est-à-dire qu'on est par choc souvent, par choc à par choc, sur les petits rangs. Toi, tu parles de Sainte-Marianne. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Effectivement, ça c'est Mirabel. C'est vraiment tout le secteur de Mirabel. C'est le domaine vert nord. Oui, et il y a la partie de domaine vert sud qui est plus vers Sainte-Thérèse, un peu vers Voilà.
Mais oui, effectivement, ça c'est un autre... il y a beaucoup mais ça me dit que si ça m'arrive, ça veut dire que les gens sont plus capables de sortir de là. Oui, puis là, avec le développement du complexe, où ce que le gros centre d'achat, où ce qu'à l'époque... Les outlets. Les outlets, où ce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, les auditeurs, il y a plusieurs années, une dizaine d'années et plus, avant qu'il y ait ce projet-là de faire des centres d'achat, c'était le projet Lac Mirabel, qui avait été chapeauté par M. Hubert Meyer. Moi, je commençais de vivre à Mirabel. Mais ça avait tombé à l'eau, si je me souviens. Ça avait tombé à l'eau, à cause de la crise de 2008, right? Là, il y avait une grosse crise. Je ne sais pas si c'était à cause de la crise. Je ne sais pas si c'était à cause de ça. 2008-2009. Je pense qu'il y avait d'autres enjeux aussi. C'était pas nécessairement à cause de ça. D'avoir un lac artificiel. Un lac artificiel, mais il y avait un problème aussi de milieu humide, de niveau environnemental, c'était pas très... oui, c'est ça. Parce que le fait de faire un lac artificiel, ça venait drainer aussi, parce que quand on creuse, c'est sûr que les eaux se ramassent là. Fait que, puis c'était dans un secteur où il y avait beaucoup de milieu humide. Mais effectivement, avec l'avenue de ce centre d'achat-là, ça vient encore une fois densifier cette partie-là de Mirabel qui est vraiment... écoutez, c'est beaucoup de gens qui des nouveaux arrivants, des gens qui sont locataires, c'est pas nécessairement les propriétaires. Fait que c'est difficile comme candidat, mettons, qui n'est pas très connu d'arriver puis de te faire connaître quand c'est des gens qui sont de passage, là, parce que des fois, ils vont louer. Mais pour aussi un an que ou deux. pour eux, là, s'ils ont acheté le condo-là, ils n'ont pas tout de suite des récriminations. Exactement. Donc, j'imagine que tu avais peut-être plus de... Vous aviez, votre équipe, sûrement plus d'écoute de la part de ceux qui sont là traditionnellement depuis longtemps. Il y avait ça, les familles oui. dans les rangs avec les campagnes et tout. Oui, c'est ça, les campagnes. Mais en même temps, de l'autre côté aussi, il y avait leur électeur qui était une base électorale qui était vraiment solide, cimentée, je pourrais dire. Mais nous aussi, ce qu'on reprochait aussi, c'est, comme je disais tantôt, c'est le manque de communication et le manque d'information. La ville de Mirabel, pour faire ses avis publics à cette heure, passe par le journal de la ville de Mirabel, qui est Mirabel vous informe. OK? Et ça, c'est toutes les bonnes nouvelles de ce qui se passe à Mirabel. C'est pas nécessairement des mensonges. Sauf que c'est le journal qui est écrit par le maire. Le maire est posé à presque toutes les pages. Et puis, dans le fond, c'est nous qui payons pour se faire informer, se faire dire ce qu'ils veulent qu'on entende, ou ce qu'ils veulent qu'on sache. Parce que l'information est très difficile. Fait que quand on va au conseil et qu'on pose des questions, les réponses sont pas toujours là. Puis quand on demande des suivis, ils ne nous rappellent pas. Puis c'est ça que les gens sont un peu tannés. Tu sais qu'il y avait déjà un problème d'indépendance des quotidiens régionaux face à leur municipalité, parce qu'il faut comprendre que quand tu as un journal, tu es souvent subventionné par la ville. Et comme les journaux comme ça sont de plus en plus en précarité, quand il en reste encore, imaginez-vous comment tu as l'information de ce qui se passe à Mirabel, alors que quand tu ouvres la télévision, de toute façon, ça va toujours être Montréal, Québec. C'est ça. Puis une fois de temps en temps, Saguenay, Sherbrooke. Et là c'est Mirabel, oublie ça. Et un problème que j'ai vu pendant la campagne, c'est que il y a eu un Mirabel vous informe, parce que c'est à chaque 2 semaines, mais il y en a eu pendant la campagne électorale aussi. Et là, on a payé. C'est sûr que le parti qui était en place, c'était pas nommé son parti, sauf que on s'entend-tu que les gens ils votent pour la personne qui voit dans le journal que on paye. Vous avez vu ce que c'était que la politique. Et que l'information que nous on paye est comme filtrée, tu sais. C'est un petit peu c'est ça. Ça alimente le cynisme beaucoup. Mais comme je vous dis, je pense que nous, faut pas baisser les bras. On a une belle équipe. Est-ce que ça va se traduire dans les prochaines années? Est-ce que ça va se concrétiser dans une autre élection? Tout le travail qu'on a fait là, je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire. Mais une chose est sûre, c'est qu'à Mirabel, il y a des gens qui ont appelé. Oui, la vie est belle. C'est le slogan. C'est le slogan. Le slogan. Le slogan. Ouais. Mais je crois qu'il y a
quelque chose à faire avec Mirabel. Il y a vraiment des beaux milieux, des beaux secteurs à Mirabel. Et c'est pour ça que les gens se sont impliqués. Là. C'est pas pour aller déblatérer puis aller chialer. Là. C'est vraiment pour prendre les choses en main parce que, justement, au niveau de l'approche citoyenne, et notre parti aussi, on en avait, parce que ça m'amène à parler de la Ligue d'action civique. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas ça. Mais de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? La Ligue d'action civique, ça a été créé en 2011 dans la mouvance de la commission Charbonneau. Là. Et c'est un organisme non lucratif qui est en fait pour la saine gestion des élus et de la politique municipale, en fait. La Ligue d'action civique lutte contre la corruption en poursuivant 3 missions. La saine gouvernance des villes, des commissions scolaires et autres administrations locales. Une plus grande participation des citoyens à l'administration locale, vigilance, arbitrage. Plus grand engagement des citoyens dans les élections, y compris en tant que candidats. Et là, nous, dans notre programme, on avait, sans parler de tout en détail, mais ce qui rejoint la Ligue d'action civique, c'est qu'on avait dans notre programme un projet d'établir des conseils de district, où ce que les gens auraient pu avoir une voix. Et ça aurait fait en sorte que avoir un portrait vraiment global de tout ce qui se passe à Mirabel et un lien directement avec le conseiller. Et ça aurait été formidable. Dans le programme du parti qui est là en place, là, qui a raflé toutes les postes au conseil, eux, ils parlent de rencontres citoyennes. Alors qu'on avait empêché, on a même adopté un règlement municipal qui empêchait les partis politiques de rencontrer des citoyens, et ce qui empêchait les conseillers qui étaient déjà élus de rencontrer les citoyens dans leurs propres locaux de la ville. C'était un petit peu pour couper le conseil du citoyen et pour monopoliser toutes les décisions et contrôler toute l'information à l'administration en place, en haut, à la mairie. Parce que un peu ce qui se passe à Mirabel, c'est que c'est la maire qui décide tout. Et il ne consulte pas nécessairement ses conseillers. Là. Dans le fond, c'est lui qui décide. Et quand ça fait l'affaire des promoteurs et des contracteurs, les petits amis du parti, le copinage, les avantages indus, c'est comme ça que ça se passe. C'est d'inspiration du Parti libéral, comme on disait tantôt. Merci, PLQ. Oui, et c'est ça. Et pour en finir avec un petit peu avec la Ligue d'action civique, leur devise, c'est servir et non se servir. On l'a déjà entendu, celle-là. Hein? Oui, c'est une phrase qui était... Il y avait certaines coteries francs-maçonnes qui avaient ça aussi comme... parce que quand on parle des francs-maçons, des fois, on a tendance à tomber dans l'ésotérisme puis dans le côté obscurantisme. Péjoratif et tout, mais quand même, les francs-maçons qui voulaient changer le monde pour le mieux, il y en avait. Et c'en est une, ça. Ni se servir, ni s'asservir, mais servir. C'est de là que ça vient. Bref, non, c'est ça, on a eu quand même une belle campagne. Ça a été, nous, on a eu l'approche... Vraiment, on n'a pas parlé de ce qui allait mal, on a parlé de ce qu'on voulait proposer. On avait un programme qui était étayé. Ça faisait 1 an qu'on a travaillé là-dessus. C'était pas écrit sur le coin d'une table. T'sais. Puis à Mirabel, avec 54 000 habitants quand même, avec beaucoup de géographie à gérer, ça fait quand même une région qui est... On ne peut pas, à cette heure, en 2017, dans les municipalités, avec une ville qui a 54 000 habitants, gérer ça en catimini avec les petits amis du parti, mais ça marche pas. Mais tu viens de le dire, le fin mot, géographie. Quand tu fais ce qu'on a, c'est des fusions, c'est des villages, Saint-Janvier, puis va jusqu'à Saint-Joseph, Saint-Benoît, Saint-Agos-Machin, Augustin. Ouais. Il y en a tellement, puis là, ce qu'on appelle, entre ça, c'est de la campagne. C'est ça. C'est des rangs, c'est des cultivateurs, c'est des terres, tout ça. Et le principe même d'une ville, une fois que c'est fusionné, c'est quoi? Ça serait de remplir les trous. De faire une ville, ce qui s'est passé à Laval. C'est pas terminé, ça. À Laval, là, t'allais à Laval, auparavant, t'étais à Saint-François-de-Laval, t'étais à la campagne quand j'étais petit. Oui, absolument. Plus maintenant. Et j'ai pas 90 ans, là. Alors, donc, ma peur, c'est ça. C'est parce que Mirabel, il faut le savoir, pour ceux qui sont pas de la région,
c'est à peu près les meilleures terres arables au Québec. Oh, oui. Et non, non, c'est ça. C'est ça, mais on a un foutu jeu problème. De mots. Non, c'est ça, c'est vraiment les terres agricoles. Moi, où ce que j'habite, c'est des anciennes terres de pigeons d'argile, parce qu'il y avait des touristes qui venaient tirer du pigeon d'argile. C'est ça, il y a même la rue qui est l'autre côté de mon rond-point, là, c'est la rue du pigeon d'argile. Où est-ce que Kevin Parent a écrit la chanson? Oh, peut-être, là. Il a été inspiré par Mirabel. Non, c'est ça. Fait que, écoutez, on a fait une belle campagne, ça a été positif. Les gens ont apprécié notre approche, là. Mais comme je vous dis, c'est sûr que là, après 30 ans, de presque 30 ans de gouvernance, de copinage et de cynisme, hein, parce que c'est ça, mais en fait. Mais il n'y a pas rien que ça, c'est sûr que là, tu parles de l'autre gang, ils sont là, tout ça, puis moi, je les connais pas. Je peux pas te dire si c'est on est dans le copinage, dans ça, je peux pas moi, je peux te le dire. Oui, mais ce que je veux dire, par contre, il y a aussi l'aspect politique comme tel. Oui. Donc, c'est sûr qu'ils ont fait de la politique. Quand on dit ils vous ont peut-être fait des coups fourrés, mais ils ont fait de la politique. Oui, c'est ça. Donc, pour le reste... Oui, puis nous, peut-être qu'on a peut-être pas été assez incisifs aussi. Là. Ça fera peut-être partie de nos questionnements. Parce que on a sorti des choses, mais en tout cas, je pense qu'on n'a peut-être pas assez... Mais bon, 30%, c'est quand même pas rien. Oui, c'est quand même pas rien, parce que si on pense à, mettons, un parti comme Québec solidaire, qui est dans les régions, va aller chercher peut-être 6-7%, là, mettons. Mais nous, c'est sûr qu'à Mirabel, ce qu'on entendait, c'est des gens qui nous appuyaient, c'est que enfin, il y a de l'opposition. Oui, parce que souvent, c'est des gens qui ont eu affaire avec l'administration en place, tu sais. Ouais. Fait que... mais c'est ça. Et le faible taux de participation, c'est ça aussi là, qui joue là, dans la balance. Généralement, c'est autour de 40%. Nous, c'était même pas ça, c'était 36%. Fait que ça a joué contre nous autres, c'est sûr. Mais tu sais, quand on est sur le terrain, on a toujours une bonne impression parce que les gens, quand on les rencontre, sont positifs, sont super gentils. Mais, tu sais, veux pas quand les gens pas arrivent... dire que tu leur as parlé, ils vont voter pour toi. Exactement, et on sait jamais, tu sais, même si tu as pointé sympathisant, quand il arrive en arrière de l'urne, on sait pas ce qui s'est passé. Il a peut-être parlé à son voisin qui était pas content de nous autres parce qu'il avait rencontré un tel. Ça va même jusqu'à la personne m'a pas vous voyez. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être parce que l'autre est passé après puis qu'il a bullshité sur nous autres. Oh, oui, puis on a entendu des choses aussi. C'est de la politique, c'est comme on ça. a entendu des choses sur nous, des choses sur ma conjointe. Elle a 4 enfants, elle n'est pas capable de faire la job. Là. Oui. Ça, c'est le genre d'affaires qui sortaient. Là, mais c'était n'importe quoi. Des mensonges aussi. Mais tu sais, ça, moi, je m'en attendais parce qu'on savait à qui on avait affaire. Mais en même temps, pour des gens qui se sont impliqués, qui se sont dévoués corps et âme avec toutes leurs énergies dans un projet comme ça pour améliorer les choses, pas nécessairement pour tout changer, là, c'était pas ça l'objectif. C'est d'améliorer les choses, d'aller plus loin, être en contact avec les gens. Ça n'a pas passé. Écoutez, on a été déboulonnés. On a nos 2 conseillers qui étaient là, avec qui qu'on s'était ralliés, ils n'ont même pas été réélus. On a même, au niveau des statistiques, on a vu qu'il y avait des sympathisants qui avaient voté contre nous autres. Qu'on avait ciblé sympathisants. On avait ciblé quand même assez serré. Donc, ça veut dire qu'ils ont joué serré au niveau du pointage. Ils ont été forts au niveau du pointage. Non, c'est ça. Quand je dis serré, c'est qu'on a été vraiment... on n'a pas été gras dans notre pointage. Ce que je veux dire par là, c'est quand on n'était pas sûr, c'était un indécis. Puis même des fois, c'était un ne veut pas, un adversaire. Mais là, des fois, c'était clair que c'était un sympathisant, mais peut-être que l'autre passait après. Puis là, ça tout changeait. Puis, entre autres, à Mirabel en haut, qui avait un gros dossier, là, on a vu beaucoup de sympathisants, mais ça n'a pas passé. On a eu un pôle sur 4. Puis on a eu un pôle sur 11. Fait que ça a comme un peu... mais quand même, on a eu 600... Dans le district à ma conjointe, on a eu 657 votes. Et je voudrais remercier tous les gens, tous les citoyens qui nous ont appuyés.
qui était quand même ouvert à du changement. Comme je disais tantôt, pas nécessairement du changement pour changer, mais vraiment pour une nouvelle approche citoyenne, une nouvelle approche de la politique, une politique qui est plus proche des gens, qui est plus accessible, puis plus engagée aussi. Des gens qui nous ont remerciés de les avoir rencontrés et d'avoir pris du temps pour les écouter. Je voudrais remercier aussi tous les bénévoles qui nous ont donné un coup de main. C'est vraiment on parlait d'art tantôt, de l'art en barre, là. Les bénévoles, c'est de la main-d'œuvre qui est primordiale quand on fait une campagne électorale, surtout quand on n'a pas les moyens, hein, parce que quand on est un nouveau parti, on n'a pas les moyens, on n'a carrément pas les moyens. On n'avait surtout pas les moyens qu'eux autres avaient de l'autre côté, ça c'est clair, là. Mais c'est ça. Encore une fois, un gros merci à tous ceux qui nous ont appuyés, qui ont cru. Et merci à ceux qui nous ont supportés, même après le lendemain, qui nous ont téléphoné. Encore une fois, pour nous remercier, nous dire on est déçus, on aurait aimé ça, que ça se passe mieux pour vous. On a eu des beaux mots. Fait que ça, c'est super positif, c'est vraiment encourageant. On se dit, bon, il y a des gens qui ont vraiment une ouverture d'esprit. Fait que ça, c'est vraiment positif. Oui, c'est ça. Il me reste combien de temps, mon beau Christian? Il te reste environ 8-9 minutes. 8-9 minutes. Moi, j'aimerais ça parler de... On a parlé de ce qui s'est passé en fin de semaine, les élections municipales. Et oui, Mme Valérie Plante qui a été élue, moi, ça m'a surpris. Puis même que j'ai pensé que le fait qu'elle était moussée dans les sondages, ça allait nous aider, nous, au niveau du changement. Mais non, effectivement, ça n'a pas aidé vraiment, excusez. J'aimerais ça parler de samedi soir. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez suivi au niveau sportif un événement qui est arrivé c'était quand même spécial? Georges Saint-Pierre? Georges Saint-Pierre, merci Claude. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler du combat? Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu, mais j'aimerais ça parler de Georges Saint-Pierre. Moi, c'est un gars qui m'inspire beaucoup. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, j'ai une question d'un auditeur. Oui. Par rapport justement aux municipalités, oui. Pour les organisateurs. Pourquoi qu'on ne pourrait pas, par exemple, donner un crédit ou un rabais de taxes à tous ceux qui vont voter? Exactement. On a parlé tantôt avec un citoyen qui passait sur la rue. C'est un questionnement qu'on a eu. Ça serait quelque chose qui, en tout cas... Un incitatif. Un incitatif à aller. Et ça serait un incitatif aussi aux gens à aller voir les programmes pour faire un choix éclairé. Parce que moi, pour avoir fait du pointage, là, les gens, ils avaient reçu notre programme par la poste. Et là, ça va passer dans le recyclage. Puis, tu sais, avec une chance que j'appelais, là, je laissais le site Internet. Là, les gens allaient voir. Puis on a eu quelques sympathisants comme ça, tu sais. Mais moi, en ce qui me concerne, pour répondre à l'auditeur, pour moi, là, ça, je parle strictement pour moi, ma philosophie, c'est la démocratie. Le droit de voter, c'est aussi le droit de ne pas voter. Donc moi, je suis plutôt là-dedans. Je peux comprendre, là, mais moi, les obligations de voter et ces trucs-là, non, parce que... Il y a pas d'obligation, mais il parle d'une incitation. Ça pourrait être intéressant aussi. Ouais, mais pour moi, ça revient un peu au même. Si quelqu'un va aller voter, avoir un congé de taxes, non, pas pour moi. En tout cas, pas pour moi. Ouais, je comprends. Hey, écoute, je te laisse avec Georges Saint-Pierre, je suis désolé. Ça pourrait être un sujet de débat. Oui, bien entendu. Mais c'est ça, pour en revenir à GSP, Georges Saint-Pierre. Écoutez, moi, ce gars-là, sérieusement, moi, j'étais un gars qui a joué au hockey longtemps, je joue encore, je remplace dans une ligue de garage à Mirabel avec des chums qui sont bien cool. Là. C'est une belle gang. Je les salue d'ailleurs. Mais c'est ça. Mais moi, j'ai un sport que j'aime regarder à la télévision. C'est les sports de combat multiples, le MMA. Dans le fond, c'est pas une compagnie ferroviaire. Non, c'est ça. C'est les arts martiaux mix, en fait. Là, c'est parce que le MMA, c'est en anglais. Mais c'est ça, les arts martiaux mix. Et puis, Georges Saint-Pierre, moi, ce gars-là, il a toute mon admiration. Je trouve qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur parce que c'est un sport qui est tellement, premièrement complexe. C'est un sport qui demande beaucoup d'endurance et de concentration, beaucoup d'entraînement. C'est un athlète
les gars, je vais parler un peu des arts martiaux mixtes, là. En gros, là, ceux qui ne connaissent pas les arts martiaux mixtes ou les combats de l'UFC, là, parce que ça, c'est une grosse organisation qui organise des combats, là, c'est des Américains. Mais là, c'est partout à travers le monde, au Brésil, là, il y en a au Japon, il y en a au Canada aussi. Mais c'est tous les plus grands combattants d'arts martiaux mixtes. Quand on parle d'arts martiaux mixtes, c'est des combattants de... Pourquoi tu ris, toi? Parce que je suis en train de penser à quelque chose. Je me demande si on organise un combat de MMA entre un végétarien puis un carnivore. Il veut ramener ça sur le tapis. Lequel qui gagne? Moi, Georges Saint-Pierre, es-tu végétarien? Je sais pas, je pourrais pas dire, mais je sais que... Moi, je vote pour... c'est sûr et certain que le végétarien pour le carnivore va me battre. Non, mais le végétarien va me battre, moi. Moi, je suis pas en mesure de pratiquer ce sport-là. Moi, je dis que c'est le carnivore qui va gagner. Ouais, c'est drôle. Moi, là, ça fait... j'ai manqué 2 émissions, hein. Puis là, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Puis là, il me plug la fin que je suis végétarien. C'est en faire, moi, des végétariens. Il est épouvantable. Je te ferais remarquer que l'homme, il y a un gars qui fait de l'haltérophilie, là, qui est un champion olympique, qui est un noir, un Américain qui est d'origine africaine. Ouais. Lui est végétalien. Okay. Et puis, c'est l'homme, c'est un des plus forts au monde, là, au niveau... Oh, mais là, on parle de quelqu'un... mais ça, c'est pas bon. Mais ça, c'est pas vrai, ça. Mais ça, c'est pas vrai, ça. On parle de quelqu'un qui a l'instinct du tueur. L'instinct du tueur. Pas de quelqu'un qui lève des poids. On est ailleurs, là. Non, ça frappe pas un pot, là. Non, mais le gars, il s'appelle comment, le chevreuil? Le chevreuil, ben ton champion. Je me rappelle plus. Disons, je pourrais sortir l'article. Non, mais là, Christian t'a déconcentré. Là, avec moi, parle-moi donc de Georges Saint-Pierre, mon beau Christian. Es-tu capable de me parler de Georges Saint-Pierre? Si t'es pas capable, moi, je vais t'en parler, c'est correct? Ben oui, je veux que tu m'en parles. Fait qu'on revient aux arts martiaux mixtes. En fait, les combattants qui s'affrontent sont dans un octogone avec un grillage et ça fait un petit peu comme les combats du Moyen-Âge, pas du Moyen-Âge, mais là, à l'Antiquité. Dans l'arène, en Colisée. L'arène, c'est ça. Mais pour en revenir à ce sport-là, qui, à mon avis, est à Georges Saint-Pierre, on parle d'un grand retour pour lui. Là. Écoutez, là, il a défendu son titre des mi-moyens il y a 4 ans. Pour la dernière fois, ça faisait 10 fois d'affilée. Et qui a défendu son titre 10 fois d'affilée, ça s'est jamais vu. Et samedi soir, il s'est battu dans une catégorie qui était supérieure. Dans le fond, lui était dans les mi-moyens, c'est les 170 livres. Et samedi, il s'est battu avec le champion du monde qui est Michael Bisping. Et c'était dans la catégorie des poids moyens et à 185 livres. Et écoutez, après 4 ans d'absence, et là, tu sais, quand on parlait de la rouille... Ça, c'est non, mais quand on on parlait de la rouille tantôt, de la rouille de François. De François qui avait manqué une semaine, un peu de giga. Mais Georges Saint-Pierre était supposé avoir la rouille de l'octogone. Écoutez, ça faisait son dernier combat, ce qui a fini avant la limite, c'était en 2009, et il a réussi à mettre fin au combat au 3e round. Il restait 2 minutes, je crois, et par un étranglement, parce que Georges Saint-Pierre, il maîtrise à peu près tous les arts martiaux. Il les maîtrise tous, OK? Le jiu-jitsu brésilien. Puis il y a un instructeur pour chacun. Ah oui, c'est des machines, il travaille sur à peu près n'importe quoi avec des techniques. Là. Lui, là, c'est un maniaque. C'est un Asperger du combat ultime. C'est un autiste? C'est un autiste, je crois. Pour de vrai? Et c'est un gars qui a un petit peu des tocs. Là. Il est-tu diagnostiqué comme non, étant... Non, je pense pas, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que chaque être humain, ça c'est l'éducateur en moi qui parle, là. Chaque être humain a des traits, peut-être un petit peu des fois, à certains moments, a des traits autistes, a des traits, mettons... on parle des traits de ce qui peut être diagnostiqué comme une maladie mentale. Je sais pas, paranoïa. Est-ce que tu diagnostiques chez moi des traits végétaliens? Moi, je diagnostique plein d'affaires chez toi, mais on s'en parlera pas. Je pense qu'on pourra en débattre longtemps. Pour en revenir encore à Georges Saint-Pierre,
Il y a Dana White, qui est le président de l'UFC, qui a eu une citation qui disait que, suite au combat de samedi, il disait « Même Ali, en parlant de Mohamed Ali, le grand champion de boxe, n'était pas le même après une absence de 3 ans à déclarer White. Très peu de gens sont revenus après une longue absence et encore moins dans une autre catégorie de poids et l'emporter. Non seulement Georges Saint-Pierre est revenu de façon convaincante avec cet étranglement aux dépens de Bisping, mais il l'a fait en réalisant sa première soumission depuis, on le disait tantôt, depuis le 29 décembre 2007, soit presque 10 ans. Qui plus disait, c'était la première fois depuis soit 9 combats qui ne se rendaient pas à la décision, ça je l'ai dit tantôt. Mais dans les dernières années, on reprochait à M. Georges Saint-Pierre, le Québécois, son incapacité à ne pas finir ses combats. Mais là, il l'a fait samedi. Mais écoutez, moi... Qu'est-ce que tu veux dire, pas finir ses combats? Ben, en fait, c'est qu'il y avait de la... Parce que lui, son surnom, c'est Rush. OK? Georges Rush Saint-Pierre, c'est que quand ils l'ont appelé Rush, c'est qu'il terminait ses combats en début de carrière et finissait ses combats assez rapidement. Soit un peu la Mike Tyson. Soit par knockout, peu importe la façon, mais il est tellement fort au sol, les projections au sol, quand que ce combattant-là est sur l'autre combattant, il pèse 400 livres là, selon les chroniqueurs, là, c'est capoté. Là, Et moi, je vois en Georges Saint-Pierre il me reste une minute, je vois un héros national. Carrément un héros national au même titre qu'un Louis Cyr, un Maurice Richard. C'est un gars qui est connu partout à travers le monde. Au Japon, il est adulé. Oui. Georges Saint-Pierre, chapeau. Il a le tatou. Il a le tatou de la fleur de lys sur le mollet quand il se bat. Je vous le dis, c'est un héros national. Merci, Georges. Oui, tout à fait d'accord. Moi, j'avais un questionnement. C'était quand je l'avais vu se battre contre Hendrix. Puis là, Puis là, je me suis dit, ouf, si Bisping est plus fort qu'Hendrix. Mais là, il a pris du poids parce que vous savez que quand on prend plus de poids qu'il n'en faut pour monter dans une catégorie supérieure, ce qui se passe pour aller rejoindre quelqu'un qui est plus gros que nous, souvent ce qui arrive, c'est qu'on perd beaucoup de poids après. Donc, l'écart se creuse encore plus. Oui. C'est-à-dire, on essaie de rejoindre celui qui est à 200 quelques livres. Et celui qui est à 200 quelques livres, c'est son poids. Il va rester plus ou moins ça. Il va rester ce poids. Oui. Il va grossir. Oui. Donc, je pense qu'il était au-dessus de 205, 215 le rendu au combat. Et lui est encore à 180. Oui, c'est ça. 10 peut-être. Et Georges Saint-Pierre est tellement intelligent, est tellement brillant dans sa façon de combattre ses adversaires qu'il est tellement technique, il est tellement super, super préparé. Il prévoit tout. Non, écoutez, là, moi, un champion du monde. Je m'attendais à ce qu'il gagne et il a gagné. Et je vous le dis, Georges Saint-Pierre, c'est un héros national. Il mérite notre respect plus que maintenant. Alors, félicitations, M. Saint-Pierre. Et JSP. Vous remercie, M. Dubé, pour cette transmission du savoir et sportif, oui, et de la politique municipale. Alors, merci on passe à une courte publicité et on vous revient avec la chronique En folie de Claude Veilleux. C'est pas quand... Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h, joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radioinfocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Alors, nous sommes de retour pour le dernier segment de l'émission de ce soir. C'est le dernier segment de guitare. C'est terminé. Retournez tous chez vous. Donc, merci M. Bénard. Et donc, avec M. Veilleux en personne, en chair et en os, la légende
C'est ça, puis Carey, moi je vais te parler de sport aussi. Carey Price, les gars, qu'est-ce qui se passe avec Carey Price? Carey qui... Moi je ne suis plus là, ok, sérieusement. Non, mais y a-t-il une blessure? Les PMA sur patin, moi je suis plus capable. Non, je voulais simplement intervenir à propos de Carey Price pour cette raison-là. Je trouve toujours assez bizarre le monde du sport, tu sais, le monde qui commente le sport. Je suis tombé par hasard, puis moi aussi je me suis désintéressé pas mal du hockey pour toutes sortes de raisons. J'en ai déjà parlé un petit peu avec François sur les ondes, puis ça me tente pas vraiment de... En gros, je trouve que c'est une guerre d'espace, le hockey. Ils sont trop équipés. Puis le jeu a trop changé. Donc, je conçois qu'il y a des bons joueurs, mais ça aplanit le jeu. Ça fait en sorte que tu peux mettre des joueurs là-dedans qui sont vite, puissants, performants. Mais si tu avais un sport où le talent est beaucoup plus en évidence, il y a des joueurs qui ne pourraient même pas mériter d'être sur la même patinoire que des joueurs qui sont beaucoup plus forts, c'est-à-dire meilleurs. Donc, ça les aplanit tous. Tu viens pour lancer au but. Tout le monde, parce qu'ils sont très équipés, n'ont pas le choix de se mettre devant les lancers. Donc, c'est un sport qui a perdu pour moi... Tu veux dire que le jeu s'est uniformisé? Oui, parce que, par exemple, moi, je suis un joueur de hockey. Mon expérience, ça a été celle-ci, c'est-à-dire que j'ai joué dans les ligues de garage après avoir joué un petit peu au hockey, là, puis pendant peut-être une dizaine d'années. Puis j'ai arrêté carrément ça. J'ai été peut-être 5-6 ans. Quand je suis allé un peu plus tard à l'Université du Québec à Rimouski, j'ai dit je vais m'inscrire au soccer. Puis après ça, de soccer, on m'a demandé hey, t'es un joueur de hockey, viens là jouer au hockey. Il y avait une ligue à 4 équipes. J'arrive là, je prends mon vieux stock que j'ai pas utilisé depuis 6-7 ans, je m'habille. Mais en entrant dans la salle des joueurs, j'étais pas le plus grand, mais surtout pas le plus petit. Tu sais, à 6 pieds à peu près, là, c'est plus costaud qu'à l'époque. Je faisais mon poids et j'avais rien à craindre. Tu sais, j'arrivais pas dans un monde de monstres. Tu te sentais pas menacé. C'est ça exactement. Je m'habille, j'arrive sur la glace, je suis le plus petit. C'était tous des Robocop. Donc là, je regarde les équipements, c'était incroyable. Les coudes qui sont des armes à tuer, les épaulières. Moi, j'avais des épaulières là, du temps de Guy Lafleur, là, avec la petite coquille sur l'épaule puis le petit styrofoam, là, quasiment tout mou, là, trempé de sueur. T'avais presque un kit à la Aurel Joliat. C'est ça. Et là, les joueurs étaient comme... Bien, certains étaient bons, mais certains étaient juste pas bons. Mais il prenait beaucoup de place. Puis là, quand tu étais dans le réchauffement, tu disais, hey, tabarnouche, ça va être une méchante machine, ça. Mais finalement, c'est juste que tu as peut-être de la misère à passer à côté parce qu'il est gros par son équipement. Maintenant, avant le hockey, tu te glissais. Ça prenait du talent, comme jusqu'à Guy Carbonneau, ça prenait du talent pour te placer devant une rondelle. Parce que tu n'es pas suréquipé, il faut que tu présentes tes jambières. Donc, il fallait ce qu'on appelle un synchronisme pour te glisser devant la rondelle. Maintenant qu'ils sont habillés avec des armures, les instructeurs peuvent leur dire de bloquer les angles de tir. Alors, tu es obligé... Ils vont se foutre devant la rondelle. Ils vont simplement se foutre devant, tu sais, comme ça, là, en petit bonhomme. Tu as un lancer frappé, puis ils apprennent de plein fouet. Là. C'est carrément fou. Avant, personne ne se serait mis intentionnellement en petit bonhomme, par exemple, sans synchronisme, devant un lancer de frappé de Guy Lafleur. Donc, ce sport-là a changé pour moi. Mais ce que je voulais faire simplement par rapport au sport, c'est une petite critique sur... ils se sont réveillés aujourd'hui, simplement. Vous savez, je suis tombé par hasard sur un match des Canadiens là, où ça allait très mal, puis j'ai vu Carey Price un petit peu. J'ai regardé, je me suis dit, il est blessé. J'ai vu. Il n'était pas capable d'arrêter. Tu sais, il se positionnait pas devant son filet. Mettons qu'il se déplaçait de droite à gauche. Il n'était pas capable de freiner. Donc, je me suis dit, il est blessé. Et après ça, les gens se sont mis à son dos à Carey Price. Ils disaient, c'est peut-être pas l'homme de la situation. Mais là, j'étais là, je parlais à un, je parlais à l'autre. Vous n'avez pas vu, il est blessé. Ouais, mais toi, Claude. Non, mais il est blessé. Ça paraît. Le gars ne peut pas perdre son talent du jour au lendemain comme ça. Et ce qui traînait dans les médias, c'est comment... Même Mario Tremblay, là, moi, je comprends pas comment un gars peut perdre. Là, c'est la plus grande affaire que j'ai vue dans l'histoire de ma carrière d'un sportif qui passe d'un des meilleurs au monde à un des plus pourris. Mais vous savez, c'est les médias qui sont pourris, les médias sportifs, on s'entend ici. Là. Ils étaient... C'est une critique que je fais. Là, ils étaient tous pourris. C'était évident. Puis on l'a su après, il est blessé. Puis il y en a encore, même, qui font pas le lien entre sa mauvaise performance puis le fait qu'il est blessé maintenant. Calvins. On peut bien pas être fort. Ils sont tellement poussés, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est des...
il joue blessé, il shoot, tu sais, des Ben oui, mais c'est capoté. évident Là, qu'il était à un moment blessé. donné, là, Ils sont c'est- comme des petits poulets, ils sont shootés aux hormones. Ils sont shootés aux hormones. Bon, c'est ma parenthèse pour parler un peu contre le monde du Oui, de oui. c'est-à-dire les journalistes sportifs. Là. Des fois, là, je trouve ça, je les écoute parce que moi, je trouve drôle Ron Fournier. De temps en temps, je suis dans le char, je mets Ron Fournier, je trouve ça drôle. Puis Et moi, avec un sujet comme ça, je tiens à saluer notre bon ami Bob Sirois, qui doit nous écouter présentement Salut Bob! De son manoir de Saint-Adèle. Oui, c'est cela. Bon, maintenant, première petite nouvelle, j'aimerais ça liquider ça. On en a parlé la semaine passée. Une petite nouvelle comme ça. Le président catalan, on parle de Carles Puigdemont, le président catalan déchu, donc, dénonce le soutien de l'Europe à l'Espagne. On sait qu'il s'est sauvé à Bruxelles. On sait que nous, en tout cas, ça fait longtemps qu'on dénonce la stratégie indépendantiste de la Catalogne. Mm-hmm. Et j'aimerais ça faire un lien avec ici, c'est-à-dire l'élection de Valérie Plante. Pas parce qu'il y a un lien à faire entre les deux politiquement, c'est la mouvance qui a changé. Pour comprendre ce qui s'est passé en Catalogne, pour comprendre toute la stratégie, comment elle devait aller échouer, il faut comprendre ça par le référendisme, le référendum. On sait que le seul lien que je veux faire, c'est que Valérie Plante promet pour une plus grande démocratie de consulter pas mal plus la population puis de faire des référendums. C'est le seul lien. Sur la survivance, ou plutôt d'amener les expos à Montréal. Oui, c'est ça exactement. Mais ça il n'y a pas de lien direct. Le lien direct que je vois, c'est la forme de militantisme de cette gauche que j'appelle moi régressive. Parce que tu peux être à gauche puis pas être régressif, là. Mais si tu avais voulu prendre le pouvoir, on parlait de ça, Éric Dubé, tu aurais dû faire affaire avec ce qu'on appelle la gauche régressive, qui aurait fourni une grosse base de militance pour toi, mais à Mirabel, t'es pas à Montréal. C'est ça la différence. T'aurais même pas pu. Mais ce que je veux faire, le lien que je veux faire... Juste le changement, ça s'intéresse aussi. On n'est pas dans la même... moi, je vois ça des antifascistes mirabellois. Oui, c'est ça. Donc, le lien que je veux faire, c'est que cette gauche, parce qu'il faut partir de Barcelone. Le problème de l'indépendantisme catalan, ça a été ce qu'on appelle la gauche de la ville de Barcelone. C'est-à-dire qu'elle a investi tous les petits partis et a fait prévaloir les idées qui venaient des partis qui ressemblent beaucoup dans leur opinion politique à Québec solidaire pour influer sur la façon d'arriver à faire le pays. Et c'était voué à la catastrophe contre un État, El Estado madrilène, qui était sûr de les décapiter. Et c'est le lien aussi que je veux faire avec un futur où Montréal révolutionnaire va se faire mettre au pas par Québec. Ça va tôt ou tard arriver. Comprenez que Montréal, on commence à se prendre pour d'autres. On est la moitié de... en fait, je te dirais que ça fait longtemps. Oui, c'est ça. On est la moitié à Montréal du Québec et on va vouloir changer les politiques. On va vouloir le pousser, brusquer. Et c'est déjà célébré maintenant. On dit « Ah, bravo, là, on sent un vent de changement. » Tout ça. Oui, c'est beau. Mais pour revenir à la Catalogne, le seul lien que je veux faire, c'est dire que ce référendisme-là, cette façon naïve d'essayer de faire l'indépendance, les a coulés. Ils l'ont joué aussi, multiculturaliste aussi. Hein? J'ai lu un texte de Jamila Benhabib qui dénonçait le côté multiculturaliste de la Catalogne, qui ont fait rentrer des immigrants à l'immigration massive. Et il y a eu des attentats. Et il y avait une frange assez radicale de l'islam qui est rentrée Et la mairesse de Barcelone, le genre, là, c'est le genre de folle de gauche. Là. On comprend qu'on est... Ça, c'est la mairesse de Barcelone, c'est... Mais en plein milieu de la rue, qui écartait les jambes pour pisser sur la voie publique. C'est ça, exactement. Qui se fait prendre en photo en le faisant. Toute cette idée-là... Pourquoi? Ah non, mais c'est une folle. C'était quoi? En bon québécois, on appelle ça faire un statement. Pas essayer de montrer qu'elle, c'est une libérale, puis elle se trouve bien là. Tu vois, elle a le gros sourire, les jambes écartées avec une jupe, puis là tu vois carrément le jet de pisse avec la flaque au sol. Elle est en plein milieu du grand entente de Barcelone. Mais non, mais c'est la mairesse de Barcelone. Alors, ce que je veux quoi faire... l'objectif de ça? Mais le lien, je vais te le montrer. Ah oui, non, je comprends rien. Le lien que... Je ne fais pas le lien. Mais le lien que je veux faire, c'est avec cette gauche régressive. Tu sais, il y en a qui nous entendent parler, ils disent qu'est-ce que c'est ça encore cette histoire-là. On parle d'intersectionnalité. On parle de gens qui refusent tous les écrits, toute la science, si elle ne va pas dans le sens où ils veulent changer la société.
On est là-dedans, là. On est là-dedans aussi avec Valérie Plante, mais je te dirais, là, jusqu'à ce moment, de ce que je connais, puis même depuis Coder, de ce que je connais de Valérie Plante, c'est pas un centième fou comme la mairesse de Barcelone. Et c'est cette mouvance-là qui a fait en sorte qu'on a enlevé le sérieux de la démarche catalane. C'est la gauche qui a enlevé le sérieux de la démarche catalane. Il faut le dire, parce qu'il y avait une feuille de route incroyable là, pour nationalistes et indépendantistes, Arthur Mas. Et on a dégommé ça, puis on a remplacé ça par des hurluberlus. Donc, c'est la gauche hurluberlus qui a cru que faire un référendum comme ça, qui était vraiment là, du n'importe quoi. On sait très bien, on a bien beau ici reprocher à l'État madrilène, c'est-à-dire l'Espagne, d'avoir fait un déni de démocratie. Il y a ce qu'on appelle le réel qui s'est appliqué. À partir de ce moment-là, d'aller déclarer, faire une DUI, déclaration unilatérale d'indépendance après un référendum qui, bien entendu, était perturbé par Madrid. Bien entendu, on s'entend là. Mais tu n'as pas 46% de tes ressortissants qui peuvent, pas ressortissants, mais tu as des citoyens qui peuvent aller voter. Bien entendu, juste ceux qui veulent l'indépendance vont aller voter. Tu atteins des scores incroyables et tu penses qu'en t'appuyant là-dessus et sur le fameux droit à l'autodétermination des peuples qui n'existe pas d'autre que dans le pays des licornes. Il faut le dire. Il faut le répéter, et les gens, je sais, là, on est sur Facebook, on doit à chaque fois répéter les mêmes mots du discours. Sortez de vos ronflements. Oui, donc, il faut sortir de nos ronflements. Ça n'existe pas, le droit à l'autodétermination des peuples, dans ce sens qu'il y aurait un tribunal quelque part qui dirait qu'on a le droit de faire l'indépendance. Ça fait longtemps qu'on se fait dire le contraire. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait depuis 1980 au Québec que l'idée est véhiculée que oui, automatiquement, ce droit existe et que non seulement ce droit existe, c'est un droit fondamental des peuples de pouvoir s'autodéterminer indépendamment des conditions dans lesquelles ils sont. On le voit. L'Union européenne, ils connaissent pas ça. Et voilà. Parce qu'ils l'ont pas appuyé. Voilà. Oui, le président catalan déchu dénonce le soutien de l'Europe à l'Espagne, bien entendu. Oui. Là, et tu t'attendais à quoi? 2 pics. Non, mais là, à un moment donné, là, un petit peu ce que... c'est soufflant, ça me souffle. Je reviens avec ce que je disais la semaine passée par rapport à cette question-là, puis Eric n'était pas là à ce moment-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les pays européens, les pays membres de l'Union européenne, il y a des dizaines de peuples qui sont à l'intérieur de plus grands ensembles. On parle des Bretons, des Basques, regarde, il y en a, là. Et tous ces peuples-là voudraient une autodétermination. Et si tu fais ça, tu as un éclatement national. Et ça, les pays membres ne veulent pas ça. Mais par contre, il y a des langues plus ou moins sales. En fait, moi, je te dirais plus avisées qu'autre chose, qui affirment que tu as des hauts fonctionnaires de l'Union européenne qui poussent cette idée-là, justement, d'indépendance de ces peuples-là pour pouvoir morceler, démanteler les différents États européens pour plus jamais qui puissent s'opposer à l'ensemble de l'Union européenne. Oui, mais c'est justement, je vais faire du pouce sur ce que tu dis, parce que tu as entièrement raison. Parce que le droit à l'autodétermination des peuples, comment il est vu par les gens qui travaillent ça à l'ONU et tout ça, ce n'est pas pour que ces pays-là obtiennent leur indépendance. C'est pour que les États qui sont membres de l'ONU accordent une certaine autonomie à l'intérieur de ces nations-là. C'est comme ça que c'est vu. Là, il y a des gens qui me disent hey, « Va lire les livres, sacrament! » Arrête de rêver, l'autodétermination des peuples. Il n'y a pas de tribunaux mondial qui va dire « OK, c'est correct, vous avez voté à 50% plus tard, donc on va obliger nos membres aux Nations Unies à vous reconnaître. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc moi, je règle ça, je vais en parler, je vais encore sauter ma coche, c'est sûr là-dessus, à un moment donné, parce qu'au Québec, nous, les indépendantistes, il faut sortir du pays des licornes. Combien il reste de temps? Environ 7 minutes. D'accord. Petite nouvelle comme ça. Kinder Morgan. Ça vous dit quelque chose, ça, le gaz? Kinder Surprise? Oui. Kinder Morgan, pas Kinder Surprise. C'est un oléoduc qui doit passer par la ville, par exemple, de Barnaby, en Colombie-Britannique. Alors, on a une petite nouvelle ici où la Saskatchewan, il y a une guerre de mots entre Brad Walz et la ville de Burnaby en Colombie-Britannique. C'est-à-dire, Brad Walz, c'est le premier ministre de la Saskatchewan. On sait que quand on parle de pétrole de l'Ouest, on pense à quoi? On pense à l'Alberta.
Mais il faut penser beaucoup à la Saskatchewan aussi. Alors, Brad Walz a dit ceci, que Barnaby n'aurait pas droit de faire comme ville de l'obstruction parce qu'il dit ceci comme ça. Les provinces et les municipalités ne devraient pas pouvoir faire obstacle au projet d'oléoduc parce qu'il est approuvé par le gouvernement fédéral. Donc, voyez-vous, là, ce que je veux amener ici, c'est que parallèlement, Rachel Notley, qui est première ministre d'Alberta, est en tournée, elle, pour défendre un autre oléoduc, celui qui est Trans Mountain. Il faut comprendre la nature géopolitique de tout ça. L'Alberta et la Saskatchewan sont enclavés, sont à l'intérieur du pays. D'accord? Ils sont pas sur. Elle le défend ou si elle est contre? Ben là, elle n'est pas. C'est le premier ministre d'Alberta. Là. Non, c'est ça. Là. Bien entendu. Même si c'est du NPD. Elle va aller. Ben oui, c'est normal. C'est leur intérêt géopolitique. Oh, oui. Que ce soit le NPD. Le NPD en Alberta ne peut pas avoir la position de QS ici. Mais en même temps, si vous lisiez les forums de discussion en Alberta, quand ils parlent de Rachel Notley, c'est... Ils veulent le dévisser en tête. Oui, je m'excuse, vas-y. Mais c'est tout à fait normal qu'elle doit faire un minimum pour aller travailler quand même pour sa province. Ce que je voulais dire aussi, c'est parler de réalité géopolitique, géopolitico-économique. C'est que l'Alberta n'ont pas de port de mer. On s'entend, hein? C'est pas la Colombie-Britannique en a un, le Québec en a. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y en avait un projet pour venir jusqu'ici, ou jusque même à l'Atlantique, directement. Dans une pépinière ou de passer par la Colombie-Britannique. Et alors, on comprend quoi par ceci? Par la phrase de Brad Walz, on comprend que à moyen ou peut-être à long terme, il y a des choses qui... Le Canada n'est pas viable. Je me mets pas dans une position d'indépendantiste québécois, là. Le Canada n'est pas viable. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais quand un premier ministre comme ça s'appuie sur le fédéral pour dire que les provinces ne devraient pas... Hein, il se présente comme un grand fédéraliste, donc, hein, fidèle au pouvoir d'Ottawa, tout ça. Mais une fois qu'à la longue, l'Alberta et la Saskatchewan vont s'apercevoir que Ottawa n'est pas de leur bord, mais vraiment, que va-t-il se passer? Vont-ils se tasser sur les Américains? Vont-ils essayer de faire un genre d'entente sécessionniste? On va faire l'indépendance. Oui, mais une indépendance seule, j'y croirais pas. Mais d'aller se coller sur le Montana, puis ça, je le verrais plus comme ça. C'est-à-dire qu'on voit très bien là que quand ça ne les servira pas, il y a quelque chose qui va changer. J'aimerais parler, en terminant, Guy Nantel, de cette crétinisation de la société. Incroyable. Avec la preuve de Alice la crétinisation de notre société, et on n'est pas les seuls, c'est l'affaire Guy Nantel, où, dans un de ses sketchs, il parle de Alice Paquet, qui aurait été celle qui avait dénoncé, qui aurait été agressée par Sklavounos et tout. Donc, je voulais simplement dire que là, je pense que c'est ce soir son spectacle à la Place des Arts, il y a des policiers, il est supposé avoir des manifestants. Guy Nantel a reçu des menaces de mort de 2-3 personnes. Je sais qu'il y en a un qui a été arrêté. Oui, c'est ce qu'il disait ce il matin. était incarcéré depuis presque une semaine. Et voyez-vous d'où ça vient? Je veux le dire d'où ça vient. Ça vient de l'intersectionnalité. Et j'ai pas le temps de développer ce concept-là, mais je demande aux auditeurs, j'en ai parlé un petit peu à l'émission Sort les vidanges à quelques reprises pour dénoncer ces malades mentaux, parce que pour moi, ce sont des malades mentaux ou des ignares totales. Tu sais, vous savez, tu prends un cochon, là, puis tu prends son cerveau, puis tu le mets dans le cerveau d'un humain, c'est ce que ça donne. C'est des gens qui... Qu'est-ce qu'il a fait, Guy Nantel? Tu m'apprends quelque chose? Il a fait moi, je suis en campagne électorale. Son spectacle du monde, tout simplement, qui fait des références. Il a fait un sketch au 2e degré, dans le fond, où il veut dénoncer justement les agressions sexuelles puis les agresseurs. Okay. Et il prend un scénario qui ressemble énormément à l'affaire Sklavounos avec Alice Paquet, donc qui fait des allégations d'agression sexuelle, et en bout de ligne, Sklavounos a été innocenté de tout ça. Bref, il reprend ces événements-là et il les revire. Et là,
il y a des extraits qui ont été envoyés à Alice Paquet, mais uniquement les extraits qui visaient, dans le fond, la situation et non pas l'autre bout où ce que, justement, il vient dénoncer. Profonde, parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est dénoncer. Un peu comme... Si je peux résumer, là, c'est un petit peu comme si on disait à Yvon Deschamps que c'est un misogyne puis qu'il avait reçu des menaces de mort. Moi, je le vois exactement. Parce que Guy Nantel, moi, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais c'est ça, mais en terminant, c'est simple. Tout ça, quand, par exemple, Coderre parle de territoire non cédé pendant son discours, là, tout ça, là, ce n'est que du vent. Et Valérie Plante aussi. Oui, c'est ça. C'est appuyé sur rien et ça vient d'un phénomène qui s'appelle l'intersectionnalité, si on peut le résumer en un seul phénomène, qui était simplement pour le juridique, et je me promets d'en parler un peu plus à l'avenir. Par exemple, ces gens-là, quand tu viens pour les contrecarrer, ils vont derrière ce qu'on appelle le safe space. Oui. Puis là, ils vont dire, tu les agresses. De toute façon, là, tu leur dis, source, cite-moi un livre qui prouve tes points. Là, ils sont incapables. Ou bien ils te citent quelqu'un qui a ces théories fumeuses-là. Puis là, toi, tu vas leur citer ton livre. Ils vont disqualifier ton livre parce qu'il a été écrit par un colonisateur, par exemple. Et pour la question de militantisme, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on est arrivé à des gens aussi caves que ça qui sont en train de manifester contre Guy Nantel. Claude, il faut absolument que tu nous reviennes la semaine prochaine sur ça, ce phénomène-là d'intersectionnalité. Moi, je trouve que ça mérite d'être expliqué, ça mérite d'être creusé. Parce que c'est répandu mur à mur présentement, autant dans notre société qu'en Occident en général. Oui. Puis ça va être fondamental qu'on en parle. Oui, absolument. C'est le prochain combat politique qu'on doit mener, c'est contre cette gang-là. Hey, alors, ça met un terme à notre émission de ce soir. On espère que vous avez apprécié. On vous revient sans faute la semaine prochaine. Restez des nôtres, puisque dans un instant, c'est le Journal du soir avec François Saint-Louis, Steve Fortin, et leur invité du soir, dont j'ignore l'identité ce soir, ce sera donc l'invité mystère, un peu à la Scooby-Doo. Donc... Quelle référence culturelle! C'est incroyable! Excellente fin de soirée, mesdames et messieurs. Salut tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bye bye, à la semaine prochaine. Ici Bernard Landry, vous écoutez radioinfocité.com.